je vous propose de vous installer. Voilà. Avant de faire l'appel, lors de la récente commission, M. Pascal Aimès et moi-même avons passé un accord historique. Oui, nous avons décidé d'essayer de finir ce conseil municipal à 20h30. Voilà. Les paris sont lancés. Voilà, donc les paris sont lancés. Donc ça ne signifie pas que nous ne voulons pas faire obstacle au débat, mais on doit s'organiser de manière à tenir un certain temps correctement. Voilà, c'est possible avec un ordre du jour qui n'est pas hyper chargé. Donc je propose que l'on démarre et je demande à Madame Cléo Ferrand de faire l'appel des conseillers. Merci. Bonsoir. Alors, René Revol, Jean-Pierre Olivares, Présent. Zora Di Roussi, Frédéric Voilet, Présent. Nathalie Verdier, Présente. Franck Fiandino, Présent. moi-même, Christophe Cellier, Présent. Cathy Kretz, Présente. Joël Vézinet, Christine Majorel, Présente. Jean-Luc Martin, Pouvoir à Mourad. Il arrive de 5 minutes. Sona Bijatsadeh Astaray, Absent. absente, Marie-Louise Vatelier, Mostafa Marchoud, Jean-Loup Riche, Betty Timon, Présent. Sylvie Carmona, Pascal Millet, pouvoir à moi, Mourad Derouiche, il arrive, Najat Moguel, Marie-Sara Montagne, Présente. Nicole Ancidei, Présente. Pascal Aimès, Florence Marchetti, Thomas Gérassi, Régis Morvan, François Roumanos Présent. et Nicolas Lefebvre. Très bien. Donc, nous avons la première délibération pour accueillir Monsieur Nicolas Lefebvre. On le fera à ce moment-là. Je désigne un secrétaire de séance. Je vous propose un secrétaire de séance. Je propose Madame Christine Majorel. Je vois qu'elle est élue à l'unanimité. Ensuite, concernant les procès-verbaux du mois de mars et du mois de mai n'étant pas prêts, les services étant débordés de tâches, je vous propose de leur laisser faire ce travail pendant cet été en plus de ce conseil municipal et qu'on puisse les adopter au conseil qui risque d'être le 9 octobre. Voilà. Concernant les questions, nous n'avons pas reçu de questions de l'opposition et pas reçu de questions de la part de citoyens. Et concernant les informations municipales ou métropolitaines, elles seront très brèves. Premièrement, concernant une information municipale que je préfère dire ici aujourd'hui en conseil, nous avons donc acté avec des restaurateurs pour qu'ils occupent le restaurant. C'est acté et donc ils ont un investissement qu'ils vont faire dessus. On donnera les détails de tout ça lors d'un compte rendu de décision lors du prochain conseil. Et l'ouverture du restaurant se fera dans la deuxième quinzaine de septembre. Ils comptent investir à l'intérieur pendant ce temps. Et voilà, donc ça me paraît important de vous donner cette information. Il y a différents points de délibération qui ont lieu pendant le conseil municipal qui permettent de donner aussi d'autres informations. Éteignez vos portables. Et notamment sur les écoles, choses comme ça, on le fera à cette occasion. Donc sur les informations municipales, je voulais donner celle-ci. Sur les informations métropolitaines, je voudrais ici dire que nous sommes beaucoup émus, nous avons protesté lorsque nous avons reçu un avis comme quoi les bus d'éveil, les bus du savoir qui transportent les enfants des écoles de toute la métropole, faut les amener soit aux piscines, voilà, soit dans les différents réseaux d'activités, par exemple l'écolothèque, choses comme ça, étaient donc supprimées. Donc on a réagi ainsi que la totalité des maires concernés, et donc les choses vont être revues,
Et nous aurons une proposition qui va nous être présentée dans les jours qui viennent pour rationaliser ce transport scolaire, mais il est hors de question qu'il soit supprimé. Parce que s'il est supprimé, c'est très simple, c'est les communes qui payent. Ou alors on décide que les sorties n'ont plus lieu. Déjà, on a perdu 2 ans où il n'y a pas eu de sortie à la piscine. Et si vous avez 2 générations de grandes sections et de CP qui apprennent pas à nager, c'est une catastrophe nationale. Donc ça s'est produit. Hein. Et donc là, il faut rattraper. Les séances piscine sont essentielles, fondamentales. Quant à la culture, elle est tout aussi fondamentale. Et dans ce cadre-là, eh bien, il faut absolument que ces bus soient maintenus. Donc voilà, je voulais vous informer de ça, parce que ça, dans le milieu scolaire, ça fait un peu d'agitation, et on a appuyé cette démarche. Donc on est intervenu, et on a eu l'oreille de Monsieur Delafosse qui a décidé de réviser sa décision, et il va nous faire des propositions concrètes. Naturellement, on est tout à fait favorable à une rationalisation pour que les choses se fassent, mais les transports en commun ne sont pas aujourd'hui optimales, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils le seront en septembre 2025. Et donc, on ne peut pas dire aux gens, prenez les transports en commun. Pour aller à l'écolothèque de Saint-Jean-de-Védas, il faut partir la veille, quoi. Hein. Donc, c'est un peu compliqué, surtout avec des petits. Donc voilà, ça c'est la révision. Enfin, information que je voudrais maintenant qu'on fasse, c'est faire un peu le point sur le début de cette saison, autant culturelle que sportive, et qui est très animée. Donc, pour faire un petit point sur la saison culturelle, je donne la parole à Monsieur Frédéric Voilet. Merci Monsieur le maire. Voilà, je vais essentiellement peut-être faire un retour bref sur le festival de jazz qui vient de se dérouler, qui s'est terminé samedi soir dans notre commune. Voilà, et on est tous très contents du succès de cette manifestation, à la fois au plan de la fréquentation, de la programmation, de l'organisation, la technique aussi, voilà, et puis les retours qu'on a eus qui nous ont été faits, qui sont particulièrement chaleureux. En termes de fréquentation, voilà, on a des codes postaux, etc. On prendra du temps pour dépouiller tout ça, mais on est aux environs de plus de 3000 festivaliers sur l'événement. C'est énorme. 800, 900 et 1300 environ, contre 2600 l'an dernier, ce qui était déjà une réussite. Voilà, sur le premier jour, alors le dépouillement, j'ai un peu regardé, il y a déjà, parce qu'on avait le sentiment qu'il y avait beaucoup de Grabellois, le premier jour, il y a plus de 45% de Grabellois qui sont sur l'événement, donc on est très heureux, contre 25% de Montpellierins. Voilà, on continuera à faire cette étude précisément, mais j'ai commencé un petit peu à regarder. On est très satisfait aussi avec une fidélisation du public, les gens viennent, reviennent, etc. Nous souligne le fait qu'ils étaient là déjà à la première édition. On a noté aussi une nouveauté, c'est l'arrivée d'un public gardois, pas de façon non anecdotique. Donc la communication a dû aussi s'améliorer et porter un petit peu plus loin, très bien. Voilà, et puis on constate que le festival s'est maintenant installé aussi dans le paysage jazz de notre territoire, et on en est particulièrement heureux, bien évidemment. Une petite remarque aussi sur la qualité, alors peut-être là je reviendrai sur la qualité artistique, mais la monétisation. Le seul dernier concert de Stefano Di Battista, j'ai regardé combien valaient les places pour aller écouter ce même concert, exactement ce concert ailleurs, c'est 36 € la place. Donc 13 000 multiplié par 1300 multiplié par 36 €, c'est environ 47 000 €, voilà, de valeur monétisée de ce qu'on a proposé en accès libre à notre territoire. Donc c'est quelque chose qui est loin d'être anodin, et le total cumulé de nos concerts représenterait sans doute pas loin de 100 000 €. Je tiens à le préciser, et en regard d'un budget total investi sur ce festival qui est de l'ordre de 63 000 €. Au plan de la programmation, au plan artistique, je crois que chacun s'est fait une idée avec tout particulièrement 2 concerts, celui de Nesrine le vendredi soir en deuxième partie, et celui de Stefano Di Battista le samedi soir en deuxième partie. Très honnêtement, vraiment, ce sont des affiches que personne ne pourrait prétendre être des affiches de second ordre. C'est des affiches de premier plan dans les grands festivals de jazz, et chacun aura pu le mesurer. On est très heureux, on a eu 2 premières françaises. La première avec The Soul Train Orchestra, ce collectif romain où ils sont arrivés à 10 voilà, sur scène, et que les gens ont apprécié, qui était dansant. Et puis un moment un peu particulier, celui de l'arrivée de Matteo Cutello, qui est ce très jeune trompettiste de 24 ans, qui est venu en guest sur le concert de Stefano Di Battista,
de l'aveu de Stefano Di Battista, c'est demain probablement un très grand nom du jazz. Il faisait sa première scène française. Il a demandé à Stefano Di Battista, il est sicilien, si tout le public français était comme ça, ce qu'il a vu devant lui, la chaleur, l'enthousiasme. Et on regarde un public italien qui, semble-t-il, il a l'air de dire qu'il était plus classique et moins enthousiaste. Voilà, donc il a été impressionné par la chaleur, par l'accueil, l'enthousiasme sur le festival. Voilà, et chacun a pu mesurer son talent. Et donc c'était son premier concert français et c'est le début de sa carrière. Donc voilà, sa première française, elle aura été gravelloise. On en est absolument heureux, bien évidemment. Au plan de l'organisation, 45 bénévoles, donc il y a vraiment un investissement humain important. Voilà, une dizaine de nouveaux bénévoles aussi, donc une équipe qui s'incrémente. Voilà, et puis toujours aussi les services techniques de la ville, la communication, les professionnels qui interviennent sur l'événement commencent à former une équipe qui est soudée, qui se retrouve chaque année. C'est quelque chose qui est particulièrement agréable et porteur. Les gens sont heureux de se retrouver et de construire ensemble cet événement. A été salué aussi l'arrivée donc de la future équipe du restaurant. Voilà, donc on a eu des retours extrêmement positifs. On est très contents parce qu'ils vont venir s'installer de façon pérenne sur notre territoire. On a eu des retours très positifs, vraiment très positifs de l'accueil à tout niveau, que ce soit les artistes eux-mêmes, que ce soit les festivaliers. Voilà, ils ont été accueillis de façon extrêmement chaleureuse par tout ce collectif. Il faut le souligner parce que ça nous a été remonté de façon très marquée. Voilà, à ce titre, je vais vous lire peut-être un ou deux retours qui nous ont été faits. Voilà, donc j'en ai un ici. C'est un merveilleux moment suspendu sous les mûriers en fleurs, au senteur de jazz et soul de Grabel. Merci pour tout et à très vite. Alors c'est signé d'un certain Mourad D. Donc si Mourad D nous écoute, je le salue au passage puisqu'on est retransmis. Voilà, voilà un autre petit, et ça sera très court, très surpris de l'esprit extraordinaire des participants de ce festival, simple et constitué de gens sympathiques et très solidaires. À l'année prochaine. Voilà, et puis un retour aussi un petit particulier, une dame qui n'a pas accès à l'écriture, mais qui a tenu à manifester son retour et l'émotion qu'elle a eue sur ce festival. De son aveu, c'est pas la musique qu'elle a l'habitude d'écouter, donc c'était pas effectivement, elle n'est pas venue amatrice de jazz, écouter des groupes, etc. Et elle a souligné le fait qu'elle avait trouvé dans ces soirées une convivialité à laquelle elle n'était plus habituée. Et c'est étonnant qu'en s'asseyant à une table, les gens lui parlent et s'adressent à elle. Voilà, et elle a trouvé une chaleur. Voilà, qui a provoqué de l'émotion, voilà, au moment où elle s'est confiée. Voilà pour les retours, et puis bien évidemment des retours sur la qualité du festival, sur les encouragements à poursuivre, à continuer. Et on a même qui nous demande de prolonger le festival d'une journée. Voilà, donc ce sont des choses qu'on réenvisagera plus tard. D'un point de vue technique aussi, enfin, je fais très attention et c'est aussi une réussite. C'est pas toujours facile. Un festival de jazz, il faut qu'on ait un label de qualité audio et on a travaillé cette question-là. Ça s'entend, ça se voit pas toujours, mais ça s'entend. Voilà, on a eu des retours des professionnels aussi sur la qualité du son, sur la précision, la définition, la clarté, l'étagement du son, etc. Et on a mis des moyens pour ça. On a encore des idées pour s'améliorer encore, mais on est déjà à un très bon niveau. Je remercie aussi Mick Dupaillage, qui est notre ingénieur lumière, qui nous a fait un travail fantastique. Entre autres, si vous avez été là sur le dernier concert, voilà, le mapping sur le château et la structuration de la scène en lumière, ça a été quelque chose de vraiment fabuleux. Les photographes sur place ont gardé trace de tout ça. Et puis je les remercie aussi parce que juste avant le concert de Stefano Di Battista, je lève la tête sur la façade du château et je vois qu'il n'y a plus l'instant jazz à Grabel. Cette inscription, c'est un petit filtre qui s'appelle le gobo et qu'on projette de façon statique. Et avec la pluie de la veille et le bâchage voilà, ça, il s'est éteint. Et donc je me suis dit, c'est pas vrai, il va y avoir 3000 photos qui vont être faites de Stefano Di Battista et il n'y aura pas l'instant jazz à Grabel derrière. Voilà, et ben là-dessus, les techniciens, à la fois l'ingénieur lumière et Benjamin, pour ne pas le citer, ils avaient 2 minutes montre en main pour résoudre ce problème, et un peu contre vents et marées, parce que le changement de plateau c'est compliqué. Ils sont arrivés avec une échelle et ils ont rétabli ce logo pour qu'on puisse avoir des photos avec l'instant jazz. Voilà, je les remercie, mais ça donne une idée aussi de l'engagement des uns et des autres pour la réussite de l'événement.
événement. On a beaucoup d'améliorations, hein, des pistes de réflexion. Il y en a. La première qui me vient, c'est le balisage du château. Beaucoup de gens nous disent, mais il faut nous dire où est votre château dans Grabel quand on ne connaît pas, on vient de loin, etc. Donc je pense qu'il faut réfléchir à un balisage en dur qui indique le château, puisqu'il accueille aujourd'hui un grand nombre d'événements. Il faut qu'on puisse le trouver facilement, d'où qu'on vienne. On va travailler encore sur la communication. On a des pistes d'amélioration, bien sûr, la gestion des parkings aussi. Il y a aussi quelque chose dont j'ai pas la clé, mais dans le festival, il y a une programmation qui est éclectique. Donc on a des moments qui sont dansants, où les gens viennent devant la piste pour danser, etc. Et là, l'espace s'y prête. Mais les 2 derniers concerts, peut-être celui de Nesrine aussi, ce sont des concerts davantage à écouter, donc des concerts assis. Alors quand il s'agit de s'asseoir, c'est plus compliqué, parce qu'on n'a que 300 transats au total. Si on peuple l'espace avec ces 300 transats, on ne sait plus où mettre les gens. Voilà. Et il faut que les gens âgés, fatigués, etc. puissent quand même trouver de quoi s'asseoir. Donc il faut réfléchir, il y a peut-être des perspectives, j'en ai peut-être une, mais peut-être si on procède à l'acquisition du terrain qui jouxte le château, peut-être qu'on peut éloigner la partie restauration et peut-être dans cet espace naturel et augmenter l'espace de réception et d'écoute du festival. D'autant que certains nous ont fait remarquer aussi que la présence de la guinguette était aussi un élément un peu perturbateur en termes de bruit de fond pendant les concerts, un peu trop proche de la scène. Alors certains ont proposé de réduire la luminosité au moment des concerts, c'est pas bête, ça va amener les gens peut-être à tamiser un peu leurs propos et leurs interventions, mais voilà, peut-être qu'il y en a des solutions à trouver, c'est quelque chose qu'il faut absolument réfléchir, bien évidemment. Bon, après on verra, il y a des choses sur l'espace devant la scène aussi, il faut qu'on s'en occupe, parce que voilà, les enfants sont ressortis blancs de la tête aux pieds, vous l'avez vu sans doute, voilà. Mais content, mais heureux et content, hein, franchement. Et alors, Stefano Di Battista était absolument ravi de voir des enfants, des petits-enfants. Voilà, et même il y a des ados qui étaient là. Enfin voilà, encore une fois, on a un vrai moment de partage intergénérationnel. Et je vous remercie tous, je dis bien tous, voilà, parce que je n'ai reçu de votre part que des encouragements et des invitations à continuer à porter cet événement. Voilà, et je vous en remercie vraiment sincèrement tous. Voilà, ce festival commence à être une grosse entreprise. Il va falloir aussi qu'on mette des choses en place qui soient un peu pérennes. Je suis très content de l'arrivée de Perrine de Coster, qui va remplacer et prendre la succession de Christophe Détraz. Voilà, et je compte beaucoup sur elle pour nous aider à gérer un peu professionnellement cet événement. Et enfin, et j'en terminerai par là, quand je vous disais tout à l'heure que les artistes étaient reçus et qui saluaient la qualité de l'accueil sur le festival, Stefano Di Battista, qui est probablement aujourd'hui le saxophoniste le plus en vue de la scène jazz européenne. Donc on a discuté après le concert, et ils étaient en même temps sur l'enregistrement de leur prochain album sur un studio dans le Gard, d'où la présence de ce jeune trompettiste qui contribue à ce futur album. Et il m'a pris la main et il m'a dit: je reviens ici dans 1 an vous présenter mon nouvel album qui s'appelle La Dolce Vita. Voilà, et un artiste de cette dimension-là qui voilà, qui manifeste le fait qu'il s'est senti bien et dans le concert qu'il a donné, il a envie d'y revenir. Voilà, c'est des choses qui nous touchent énormément. Voilà, et j'ai bien évidemment qu'on va l'accueillir. Je sais pas encore comment on verra, mais bien évidemment qu'on va accueillir sa proposition. Voilà pour le retour sur cette 4e édition du Festival de Jazz. Je vous remercie. Merci Fred. Donc au mois de... Voilà, très bien. À l'automne, nous aurons un débat au conseil municipal sur la programmation culturelle, la politique culturelle, choses de ce type. Nous aurons l'occasion d'ouvrir le débat à ce moment-là pour qu'on puisse discuter, que chacun puisse apporter sa pierre à ce travail. Mais là, on a franchi une étape tout à fait décisive. J'en profite aussi pour vous dire que le Festival du théâtre des Nuits de la Vie a franchi les 1200 entrées sur les 9 soirées. C'est le festival de théâtre amateur qui est le plus long de toute la région, hein, 9 soirées, très bien marché. Et puis, vous connaissez la programmation de cet été, je vous appelle à participer au maximum à toutes les manifestations. En l'absence de Pascal Millet, qui a fait une procuration, je voudrais ici rendre hommage à tout le travail qui a été fait du point de vue sportif sur la ville de Grabel depuis 2 mois. Hein. Le moment phare, ça a certainement été ce match de hand début juin à Paris, à Bercy, avec plus de 250 Grabelois qui y montent. Notre dernier conseil municipal a eu lieu avant, donc on avait voté
une subvention, vous vous en souvenez, et une fan zone de plus de 200 personnes aussi, et donc le responsable national du tennis, dont j'ai oublié le nom, qui était à Paris avec lui, quand je lui ai montré la photo de la fan zone de Grabel en même temps qu'il y avait le match, il m'a dit mais ça existe que là. Voilà. Les fan zones en handball, ça n'existe pas. Voilà. On a 8 personnes, 10 personnes, ça n'existe pas. Donc il s'est passé quelque chose d'assez émouvant, d'assez fort autour de cette équipe de hand et qui a soudé notre village, vraiment une solidarité avec les commerçants, avec les entreprises qui ont soutenu, avec les services aussi qui se sont mis, avec les jeunes, tout ça c'est très important et ça c'est un acquis extrêmement important. Bon, par ailleurs, ça s'est retrouvé cette fraternité au moment des défis sportifs de la vie fin juin. Voilà, où les équipes ont joué comme d'habitude pour ceux qui y vont, vous savez, c'est des mélanges d'équipes, etc. Et je suis flatté de faire que c'est Madame Zora Deroussi qui était dans l'équipe gagnante. Voilà, ben oui, c'est comme ça. Et donc, c'était vraiment un grand moment. Le trail de début mai a très bien marché, le rando VTT est aussi une très bonne opération vers le 20 mai, par là. Et puis, tout ça s'est terminé avec ce week-end l'Open international de tennis. Alors, les journalistes progressent, globalement. Hein. Avant, cet Open, il était à Montpellier. Alors, c'était soit près de Montpellier, soit à Montpellier. Depuis 3-4 ans, le mot Grabel ressort. Ça a lieu à Grabel, d'accord ? Alors, ils ont du mal à comprendre ensuite que ça a lieu dans un domaine qui appartient au CHU. Il ne voit pas bien le rapport avec l'hôpital. C'est le club de tennis du CHU. Donc maintenant, ça progresse. Bon, l'autre jour, pour parler de l'instant jazz, France Musique a cité l'instant jazz à Grabel en disant que c'était à l'ouest de Marseille, ce qui n'est pas faux, mais n'est pas très précis. Et donc voilà, il y a une progression. Donc là, je suis très content parce que on a eu beaucoup de retours, y compris sur les réseaux, ailleurs, etc., pour avoir des renseignements sur cet Open international de tennis féminin. Avec cette année, depuis très longtemps, c'est une Française qui a gagné, qui n'était pas donnée gagnante au départ, qui avait même été repêchée, qui ne devait pas venir, et qui a été magnifique. Je remercie tous ceux d'entre vous qui sont allés assister à ces matchs, soutenir cette activité, et naturellement, particulièrement le club de tennis. Donc je voulais faire part de tout ça. Donc je vous propose qu'on passe maintenant à l'ordre du jour, après ces informations. Premier point de l'ordre du jour, donc l'installation de monsieur Nicolas Lefebvre. Alors je voudrais juste lui dire un accueil au nom de tout le conseil municipal ici. La charge de conseil municipal, c'est celui d'être mandaté par les électeurs et de les représenter. Voilà, et c'est une charge tout à fait honorable, et donc je vous félicite d'avoir accepté de participer à ce conseil municipal. Je voudrais dire aussi 2 mots pour saluer Madame Sophie Guiral, qui est venue me rencontrer et m'a expliqué que si elle était amenée à quitter le conseil municipal, c'est parce qu'elle avait, disons, des obligations professionnelles et un projet professionnel très fort qu'elle m'a exposé, qu'elle est libre d'exposer elle, c'est pas à moi de le dire, et qui va la mobiliser beaucoup. Et elle m'a dit qu'elle avait pris plaisir à travailler au conseil municipal, notamment en liaison avec les questions scolaires quand elle était sollicitée pour ça. Donc voilà, donc je la salue aussi. Donc voilà, peut-être que Monsieur Lefebvre voulait dire 2 mots, nous dire que... Monsieur le maire René Revol, mesdames, messieurs de la majorité, monsieur le directeur général des services, mes chers colistiers de groupe Agisson Pro Grabel, mon mentor François Romanos surtout, qui m'a permis d'être sur la liste de Pascal Aimès, monsieur Morvan. Je vous remercie tous de l'accueil chaleureux que vous m'avez accordé sur le nouveau poste que j'occupe aujourd'hui. C'est avec joie et honneur que je tâcherai d'apporter à mon humble niveau la pierre à l'édifice de l'intérêt général en tant qu'élu de ma commune de Grabel. Merci à tous. Merci, donc on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. On passe maintenant au 2e point de l'ordre du jour. Il s'agit de l'ordre protocolaire du conseil municipal, on est obligé de faire cela. Et donc, théoriquement, les derniers arrivés arrivent à la fin de la liste, donc vous l'avez en main. On ne va pas la relire, vous la connaissez très bien, donc j'imagine qu'il n'y a pas de remarque particulière sur cette disposition réglementaire classique. Donc, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Donc maintenant, il y a la question de la participation aux commissions municipales. Monsieur Lefebvre, vous avez une demande particulière pour assister à une commission ou...
Oui, monsieur le maire, comme je l'avais dit en commission, donc je vous ai dit qu'on se réunissait juste avant le conseil pour vous proposer une recomposition un peu des commissions municipales, puisque en fait Sophie Guéral, que Nicolas Lefebvre remplace, n'avait souhaité être membre que d'une seule commission, pour des questions d'emploi du temps, la commission jeunesse et action éducative, école, pour faire simple. Et donc Nicolas Lefebvre ne souhaitait pas forcément succéder à Madame Guéral sur cette commission, même si elle ne se réunit pas très souvent, cette commission, comme beaucoup de commissions d'ailleurs. Bon. Et donc du coup, on a souhaité rééquilibrer entre nous les participations à ces commissions. Donc j'ai la liste. Le plus simple, c'est que je vous laisse. Il n'y a pas de modification fondamentale. Il y a simplement Nicolas Lefebvre qui participe à 3 commissions. Commission culture et patrimoine, démocratie locale et solidarité. Et vie associative, pardon. Et donc après, il y a eu quelques modifications. Donc est-ce que je dois lire les participants ou pas? Si vous les lisez, comme ça, c'est acté. D'accord. Bon, du coup, je vais prendre commission par commission. Donc, pour la commission finance, administration générale et ressources humaines, pas de changement. Donc, les membres, moi, Pascal Aimès et François Roumanos. Commission solidarité, Nicole Ancidei et Florence Marchetti. Commission culture et patrimoine, Nicolas Lefebvre et Thomas Gérassi. Commission vie associative, Thomas Gérassi, Nicolas Lefebvre. Commission démocratie locale, Nicole Ancidei, Nicolas Lefebvre. Commission jeunesse et action éducative, Nicole Ancidei et Florence Marchetti. Commission urbanisme, Pascal Aimès, François Roumanos. Commission transition écologique, Pascal Aimès, Thomas Gérassi. Et commission aménagement et protection du territoire, François Roumanos et Florence Marchetti. Donc, j'ai simplement une autre demande. Si possible, ce serait bien que le site internet de la mairie soit à jour sur les membres des commissions, parce qu'il y a encore Jacques Servel, Amel Benhamed, ça fait un certain temps qu'ils ont démissionné. Merci. Très bien, vous remettrez votre papier à monsieur Fabien Blasco pour qu'il puisse l'enregistrer. Voilà, ou au service derrière vous à me donner à Sarah, là. C'est très bien, merci beaucoup. Donc, sur cette proposition de commission, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. On passe au 4e point de l'ordre du jour. Il s'agit de la mise à jour de la commission accessibilité qui se réunit régulièrement et qui a fait un solide travail sous l'autorité de Madame Majorel. Donc je lui donne la parole pour l'actualisation de cette commission. Oui, bonjour à tous. Alors la commission accessibilité, elle a été fondée à Grabel en 2009. Donc elle est ancienne, il y a beaucoup de projets qui ont été menés grâce à elle. Et donc elle continue et elle marche bien parce que nous avons des membres qui sont actifs, on se réunit régulièrement. En général, on fait une commission commune et on a fait des sous-commissions cette année par exemple pour répertorier tous les bancs de Grabel et faire une cartographie pour les personnes à mobilité réduite, donc connaître l'emplacement des bancs, les trottoirs accessibles et éventuellement pour aboutir à des circuits faciles pour ces personnes-là. Voilà, donc on est en train de travailler, on a fait 3 sous-commissions là-dessus. Il est prévu avec Madame Ancidei à la rentrée de faire une commission par rapport au logement. Voilà, donc c'est une commission qui fonctionne bien. Il se trouve que les membres avaient été nommés au début de la mandature. Des personnes n'ont pas pu y participer, certaines pour des raisons de maladie, d'autres pour des raisons de travail. Voilà, donc il était important. Et par contre, il y a des membres qui étaient actifs, qui venaient en tant qu'invités et qui sont très actifs dans cette commission puisqu'ils participent au groupe de travail. Donc il était nécessaire de la remettre à jour. Voilà, donc on a fait cette mise à jour. Vous avez la liste, je crois qu'on vous l'a donnée. Est-ce que c'est besoin que je la lise? Oh non, c'est pas nécessaire. Je pense qu'on l'a eu, on en a discuté. Voilà. Donc il est proposé au conseil municipal d'accepter la proposition de monsieur le maire et de charger monsieur le maire de transmettre la délibération à monsieur le préfet de l'Hérault. Ok, pas de remarques particulières sur la liste de cette commission accessibilité.
Donc je procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup Christine. On passe au point suivant, point 5. Il s'agit sur l'école du FEDER et de l'organisation de ce travail de financement de la rénovation énergétique de l'école. Je passe la parole à Monsieur Fiandino. Bonsoir à toutes et tous. Donc une affaire qui nous est demandée pour... une délibération qui nous est demandée pour établir le plan de financement donc de la rénovation thermique de l'école, donc pour que nous puissions demander des subventions européennes qui sont montées via le conseil régional. Donc c'est un peu un montage, vous avez compris, c'est l'Europe qui verse aux régions qui après redistribue aux communes et ou aux collectivités qui font des demandes. Et pour étayer cette demande, il fallait que nous votions, que nous délibérions sur un plan de financement que vous avez sous les yeux du coup. Donc une participation aux travaux de rénovation énergétique. Donc ces travaux, l'enveloppe des travaux qui y sont éligibles est de 2 282 270 € et 65 centimes voilà, qui sont éligibles à ce fonds. Et donc nous demandons 1 192 068 centimes à ce fonds. L'État, via le fonds vert, nous a attribué, je peux déjà dire qui nous a attribué, Fabien ? Oui, c'est bon. C'est notifié 633 748 €, soit 27% de la somme totale. Ce qui fait que nous avons un autofinancement 456 453 €, ce qui fait 20% de cette somme. Donc voilà, c'est une délibération qui nous est demandée pour être totalement dans les clous et que notre dossier soit étudié le plus rapidement possible. Très bien, sur ce sujet, quelqu'un veut la parole? Non? Très bien, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, l'évolution du prêt, toujours Franck Fiandino concernant l'école également. Donc toujours sur, vous êtes pas sans savoir que l'année dernière nous avons délibéré sur un prêt de 2,4 millions auprès de la Caisse des dépôts pour la rénovation thermique de l'école. L'an dernier, le taux qui nous était proposé par la Caisse des dépôts était donc le taux du livret A plus 0,60%. Après obtention des divers labels et notamment le label bâtiment durable occitan de niveau or, la commission a été pas généreuse, puisque du coup ils auraient même pu attribuer platine s'il y avait eu platine, vu que c'était le dossier qui était le plus avancé sur la commission qui s'instruisait. La Caisse des dépôts en négociant avec eux, nous propose un nouveau taux de marge qui est de 0,40. Alors malgré le fait que pour moi qui pouvait le plus peut le moins, ils nous demandent de reprendre une délibération pour pouvoir définitivement acter ce prêt. Donc après cette délibération, nous passons à un taux de 0,40, donc taux du livret A plus 0,40 pour ce prêt de 2,4 millions sur une durée d'amortissement de 40 ans. Voilà, que vous dire de plus? J'imagine que le débat va nous amener d'autres questions. Qui veut la parole? Monsieur MS, Monsieur Morvan, qui d'autre? Voilà. Oui, je vais pas redire ce que j'ai redit l'année dernière. Je continue effectivement à penser que c'est une erreur de gestion majeure que d'avoir souscrit, d'avoir accepté cette offre de prêt de 40 ans de la Caisse des dépôts dont le taux est fonction du livret A. C'est une erreur majeure puisque à l'époque, vous nous aviez dit en commission que vous aviez des offres de prêt à taux fixe, alors de mémoire compris entre 1,2 et 1,6 selon les prêteurs, à taux fixe 20 ans. Et donc là, on se retrouve actuellement, compte tenu du taux du livret A, un emprunt avec un taux d'intérêt de 3,4%, qui va sans doute augmenter en août, puisque, vous savez, c'est en août que le taux du livret A va changer. Donc on est, selon les hypothèses, entre 3,5 et 4, ça sera plus vraisemblablement 3,5, ce qui fera un taux d'intérêt de 3,9%.
Et donc, je redis, je ne sais pas si on vous a communiqué les chiffres, mais dès la première année, ce que nous allons, nous contribuables de Gravelle, payer à la Banque des Territoires, la Caisse des Dépôts, ça va revenir plus cher qu'une annuité d'un emprunt à taux fixe 20 ans avec les conditions qui avaient été proposées à l'époque. J'ai fait le calcul, une annuité sur 20 ans d'un emprunt à 1,60, c'est environ 140 000 euros, 145 000 euros. Là, avec un taux qui va être à 3,9, vraisemblablement, ce sera aux alentours de 150 000 euros. Voilà, donc, et ça, pendant 40 ans, si le taux du livret A reste à 3,5. Autrement dit, la différence d'intérêt que les Grabellois, les contribuables grabellois vont payer pour la Caisse des dépôts, ce sera de l'ordre de 1,9 million, et pour toute autre offre de prêt 20 ans à taux fixe autour de 1,5, ça aurait été de l'ordre de 400 000 euros. Donc le choix que vous avez fait, va faire en sorte que les contribuables grabellois vont payer aux banques des frais financiers supérieurs de 1,5 million par rapport à un choix qui aurait été logique de faire, consistant à contracter un emprunt à taux fixe 20 ans, aux conditions de taux qui étaient proposées en février 2022. Voilà. Et pour cette raison, nous ne pouvons que voter contre cette délibération, parce qu'encore une fois, elle traduit une erreur de gestion manifeste et catastrophique pour les contribuables grabellois. Merci, Monsieur Hémès. Monsieur Morvan. Oui, alors effectivement, je pense que la rénovation énergétique, c'est un sujet qui est majeur. Je crois que... il y a toujours ce... Merci. Samuel. Donc la rénovation énergétique, c'est un sujet qui est majeur. Il y a toujours cette problématique de gestion qui a été soulevée. Donc effectivement, il y avait probablement d'autres choix à faire. À l'époque, quand la délibération a été rendue, moi personnellement, j'avais également voté contre l'indexation sur livret A et la variabilité du taux, sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise gestion selon qu'on prend un taux variable ou un taux fixe. Si le taux variable est capé et avec une variabilité calculée selon le placement qu'on peut faire, ça peut valoir la peine. S'il est fixe, évidemment, on ne prend aucun risque, il y a une certaine du taux, mais bon, c'est pas si, je pense que la principale erreur, c'était l'indexation sur un taux variable qui n'est pas capé, c'est-à-dire puisque là, on ne sait pas finalement comment il évolue le livret A, on voit que ça continue à monter, donc effectivement, ça crée des problèmes de gestion et surtout des problèmes de coût. Il y a ça, et puis il y a aussi la somme de l'emprunt qui est quand même assez conséquent. C'est des éléments qui ont été pointés au dernier budget, donc c'est quand même un investissement qui n'est pas neutre. Donc globalement, la rénovation énergétique, oui. La transition écologique, oui également, mais contre ce montage budgétaire qui est complètement l'inverse de celui que vous avez proposé à la délibération précédente, où on voit effectivement un effort de subventionnement sous réserve que le fonds européen soit vraiment notifié, mais je crois que c'est un bonne voie. On a discuté en commission, c'est 80% de subvention et 20%. Donc voilà, effectivement, là c'est une bonne gestion. Et là par contre, oui, je pense que la gestion aurait pu être meilleure. Voilà. Donc je voterai contre cette délibération. Très bien. Donc moi je vais donner mon opinion avant de donner la parole à Monsieur Franck Fandino, puisque personne d'autre a demandé la parole. Vous êtes vraiment dans le monde d'avant, hein. Je veux dire, il faut prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Lorsque nous avions les propositions qui ont été faites en février 2022, je me souviens très très bien, puisque c'était le lendemain de M. Blasco peut en témoigner, le lendemain de l'entrée des troupes russes en Ukraine. Et j'ai dit à Fabien, en conseil, il faut emprunter tout de suite, très vite, car ça va vite changer. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir lu beaucoup de bouquins d'histoire pour savoir que le bruit de bottes ont des effets financiers. Donc, on a immédiatement accéléré parce qu'on n'était pas prêt au sens technique et personne n'avait anticipé, je crois, cette invasion
Et à ce moment-là, les propositions fixes qui nous ont été faites par certaines banques étaient conditionnées à l'obtention des subventions et du montage du dossier. Et lorsque, un an plus tard, on est revenu voir un peu ces banques et leurs propositions pour savoir ce qu'on faisait, on n'était plus du tout dans les mêmes propositions. Donc c'est le monde d'avant dont vous me parlez. On peut toujours voter contre, hein, mais c'est avec le monde d'aujourd'hui qu'il faut faire la transition écologique, pas avec le monde d'avant. Et que donc, nous, on savait qu'à ce moment-là, quand le fait de l'indexer sur le livret A, par principe, comme le livret A n'est pas uniquement déterminé par l'inflation, mais il est inférieur à l'inflation, c'est-à-dire que l'inflation est supérieure à 6% sur cette période, et le livret A était supérieur à 3%, donc déjà le livret A est inférieur à l'inflation. Par contre, aujourd'hui, dans les prêts que nous passons au niveau de, par exemple, de la Régie de l'eau ou de la métropole pour les dossiers que je concerne, lorsque vous adressez aux autres banques que la Banque des Territoires, des trucs, eh bien, vous avez des prêts beaucoup plus chers. Donc ça permet de faire des discours au conseil municipal et d'apparaître auprès de la population comme un bon gestionnaire des fonds publics. Et pour qu'on précise dans les articles que c'est un spécialiste des finances publiques qui vous dit ça fait 15 ans que ça dure dans cette commune, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut transformer l'école, et que pour transformer l'école, aujourd'hui, vous avez vu les différents articles qui sont sortis. 92% des écoles doivent être rénovées. Et aujourd'hui, la rénovation de ces écoles, il n'y en a que 2 ou 3% en France qui est engagée. Et je suis très fier qu'à Grabel, cet engagement ait pu se faire rapidement. Et naturellement, l'étalement dans le temps donne une chance aussi à ce sujet. Sur d'autres emprunts qui ont eu lieu, sur d'autres communes, sur des rénovations d'écoles, on a des emprunts à 40 ans ou 50 ans. Pourquoi? Parce que la puissance publique, elle a cette maîtrise du temps qu'un particulier emprunte en fonction d'une génération, c'est-à-dire 20 ou 25 ans, c'est normal. Pour le public, par exemple, pour ce qui concerne l'investissement dans les réseaux d'eau, les emprunts sont entre 60 et 80 ans. Et ça, tout le monde trouve ça normal, parce que les réseaux durent 60 à 80 ans. Donc on est là dans une rénovation importante pour ce siècle, je suis très fier qu'on puisse la mener. Voilà, voilà, donc vous êtes libre de voter contre, il n'y a pas de souci, mais moi je vous dis le point de vue qui a été le nôtre. Et si on était resté en négociation qu'avec les autres banques privées, on aurait des taux beaucoup plus élevés aujourd'hui. J'ai vu les taux qui sont aujourd'hui proposés sur certains emprunts sur la métropole. Donc vous le savez, M. Metz, vous avez fait la remarque, une bonne partie des emprunts de la métropole sont à taux variable. Et aujourd'hui, vous avez une augmentation des frais financiers extrêmement importante. Parce que c'est des taux variables avec les banques, pas capés et pas du tout indexés sur le livret A. Donc on est dans une autre situation. Voilà ce que je voulais dire, moi, à titre personnel. Franck, tu as la parole. Oui, allez-y, Pascal, puis après Franck répondra. Oui, je ne sais pas de quelle époque je suis, mais ce que vous indiquez, vous, c'est d'une époque des années 60, avec un lien emprunt-subvention qui n'existe plus. Vous avez fait, il avait été précisé lors de la commission que vous avez fait une consultation. C'est la démarche classique, une consultation auprès des banques. C'est on ne peut plus classique. Et les banques, quand elles répondent à cette consultation, que je connais bien, par ailleurs, ce type de consultation ne conditionne jamais leur prêt à un montant de subvention. Le lien emprunt-subvention, il a disparu avec les lois de décentralisation. Bon, voilà. Donc, je vous invite à relire vos ouvrages économiques pour vérifier que ce lien emprunt-subvention n'existe plus. Je vous avais demandé à l'époque le tableau d'analyse des offres. Communiquez ce tableau d'analyse des offres en toute transparence. Pourquoi vous ne le communiquez pas, ce tableau d'analyse des offres qui aurait permis à l'Assemblée délibérante de savoir quelles étaient les conditions dans lesquelles vous avez consulté les établissements bancaires et à quelles conditions de prêt, de taux d'intérêt, de durée ou d'autres conditions les banques faisaient leur offre de prêt. Communiquer ce tableau d'analyse des offres. Or, malgré mes demandes répétées, vous n'avez jamais communiqué ces tableaux d'analyse des offres. Donc voilà. Parce qu'ils étaient, je vous répète, parce qu'ils étaient provisoires et qu'ils étaient conditionnés à la suite du dossier. Et donc, ils n'étaient pas des offres de prêt définitives. Donc, à partir du moment où on n'avait pas d'offres de prêt définitives, on ne les rendait pas publiques. Tout ce qu'on communique au conseil municipal est public. Et donc, dans un univers concurrentiel, on ne fait pas ça. Et vous le savez très bien, et c'est d'ailleurs pour ça que vous le proposez, pour que je ne puisse pas y répondre. Franck.
Oui, très simplement, pour vous dire, en nombre d'offres, c'est très simple, pour un prêt sur 40 ans, on n'en a eu qu'une. On n'en a eu qu'une, c'était celle de la... je vais finir. C'était celle de la Banque des Territoires. Pour revenir sur le monde d'avant, la moyenne du livret A au cours des 10 dernières années était de 1,20. Donc voilà, là on subit en 1,5, 1,20. On est parti à 1,75 en 2013 pour passer à 75 centimes. C'est vrai que là le placement populaire était très rémunérateur. En 2016, pour finir à 0,75%, oui, pour finir à 3% en février 2023. Ce qui veut dire que ce taux est, même s'il est s'il varie en ce moment, il est indexé sur une inflation qui, on l'espère, et sur lequel on va se dire qu'on va y croire, ne va pas durer 40 ans. Sinon, on va aller chez Julien Michel avec une brouette de billets pour payer une baguette de pain. Et je pense pas qu'on arrive encore à cette période-là qu'ont connu d'autres pays. Donc du coup voilà, pourquoi on a fait ce choix? Parce que c'était le seul prêt sur 40 ans, et on avait fait le choix d'un emprunt à long terme sur un taux qui n'était pas délirant. Encore une fois, en février 2022, il ne l'est toujours pas aujourd'hui. Quand on le compare à l'ensemble des prêts qu'on peut solliciter actuellement, voilà, on est en effet à 3,40 aujourd'hui. J'espère donc tant mieux pour les épargnants sur le livret A si ça augmente. Je pense que ça ne va malheureusement pas durer. Comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà quand on a discuté de ce prêt l'année dernière, le livret A fixe aussi l'emprunt pour la construction des logements sociaux. Il est souhaitable que de plus en plus de personnes puissent accéder au logement, et notamment au logement avec des loyers modérés, notamment dans notre zone qui est fortement touchée par l'inflation sur le logement. Et je pense que le taux du livret A ne s'envolera pas outre mesure. C'est quand même quelque chose qui est assez maîtrisé, et je pense qu'on reviendra très rapidement, que l'État reviendra très rapidement dès que l'inflation aura baissé, sur des taux qui seront encore plus intéressants que celui que nous prenons aujourd'hui. Très bien, merci pour ce débat. Donc on passe au vote. Qui est contre? Zora, tu peux nous dire qui est contre? Madame Ancelei, Monsieur Romanos, Monsieur Hermès, Madame Marchetti, Monsieur Lefebvre, Monsieur Gérassi, Monsieur Morvan. Très bien. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Adopté à la majorité. J'en profite donc pour cette question. Je ne voulais pas que ça pollue la discussion sur le prêt qui devait se développer comme débat en soi. Donc les déménagements des écoles ont lieu, et je tiens à rendre vraiment un hommage très appuyé à tous les services municipaux qui sont mobilisés. Voilà, tout mon soutien à Zora Diroussi dans cette opération qui a été importante. Et donc les parents ont été réunis plusieurs fois par groupe, etc. Les enseignants, on a préparé les salles, et les déménagements ont eu lieu les 2 derniers jours. Et beaucoup de parents ont gardé leurs enfants à la maison. Ils avaient l'accord de l'inspection d'académie qui les incitait à faire ça. Et nous avons accueilli les parents qui ne pouvaient pas garder leurs enfants, une centaine d'enfants, avec des activités et avec les enseignants. Donc bravo à toutes les équipes qui se sont mobilisées. Maintenant, les salles sont quasiment prêtes, sauf une, puisqu'on est en train de faire le toit au-dessus des anciennes écoles. Donc ce sera fini d'ici une dizaine de jours. Et à ce moment-là, toutes les salles seront prêtes, toutes les autres salles ont été prêtes, préparées par les services. Vous savez que c'est un chantier qui a commencé en janvier, avec l'aménagement des 2 salles à l'intérieur du château. Fred, le château commence à être occupé à l'intérieur, donc dans les débats qu'on aura à partir de l'automne sur l'instrument culturel, il faudra réfléchir à l'évolution du château, puisqu'il est parfaitement aménageable au moindre frais, donc on peut trouver des solutions. Donc voilà, ça c'est vraiment, je voulais remercier officiellement devant le conseil municipal tous les services, et monsieur Yann Issard qui vient de partir
en congé, des congés bien mérités après tout ce travail, et qui prendra la suite de Monsieur Blasco, qui lui ne part que le 11 août. C'est ça, voilà, et qui préparera ainsi la rentrée. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. Donc on passe à la délibération suivante. C'est la délibération sur le terrain du cimetière que je peux vous présenter, qu'on a déjà présenté en conseil municipal. Il s'agit donc d'acter l'achat du terrain au consort Martinier, le long du cimetière et derrière le cimetière. Donc cet achat est important, il se fait au prix de 8,50 € le mètre carré, et c'était dans un emplacement réservé depuis le PLU de 2010. Depuis le PLU 2010, nous voulions réserver ça, et jusqu'à maintenant, ça n'a pas pu aboutir vu les prix qui étaient proposés. Donc on est tombé d'accord après une évaluation des domaines sur 8,50 €. Et cette acquisition va nous permettre de faire un aménagement sur lequel j'étais déjà intervenu, qui fait que le parking du cimetière, il y aura enfin un parking, puisque ce cimetière est très dangereux, et nous allons fermer l'entrée actuelle du cimetière, qui est le long de la route, et l'entrée se fera sur le côté avec un aménagement. Nous allons faire travailler un paysagiste pour faire cette opération au cours de l'année 2024, une fois que le terrain est bien en nos mains. Donc ça, c'est un aménagement important et ça contribue à la rénovation de ce cimetière. Par ailleurs, sur cet emplacement, va se faire un aménagement hydraulique, car vous êtes ici sur le bassin versant du Montalet, avec une concentration des eaux qui se fait dans cet endroit-là. Et donc, pour sécuriser à la fois le Pradas, les terrasses et le futur aménagement urbain qui a lieu entre le Pradas et les terrasses, un ouvrage hydraulique va être construit et qui sera à la charge de l'aménageur sur cette zone-là, et qui permettra ainsi de stabiliser le fonctionnement hydraulique de cette zone. Par ailleurs, le terrain qui est derrière le cimetière, eh bien, c'est un terrain qui permettra à nos successeurs de pouvoir agrandir le cimetière si nécessaire. Le terrain sera utilisable. C'est pas immédiat, il reste encore de la place dans le cimetière, et beaucoup d'entre nous ne verront pas cet agrandissement. Mais au moins, nos successeurs posséderont ce terrain pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est l'aménagement. Je tiens à dire à ce sujet qu'avec monsieur Christophe Sellier et monsieur Jean-Pierre Olivares, nous avons participé à la réunion de quartier samedi matin des terrasses et du Pradas, avec une très forte participation, où a été présenté les grandes tendances du projet d'aménagement qui aura lieu, que le quartier connaît très bien, puisque la première fois que j'ai annoncé cet aménagement, c'était en 2009, en disant que c'était possible, que ce terrain était constructible et qu'il n'y avait aucune possibilité de le rendre inconstructible, et qu'il fallait s'attendre à ce qu'il ait lieu. Donc 14 ans après, le projet commence à prendre forme, et nous ne manquerons pas de l'aborder en commission de l'urbanisme, comme nous l'a demandé l'opposition la dernière fois, en commission, où nous avons programmé fin septembre une commission urbanisme, et ça sera l'un des projets qui sera présenté. À l'occasion de cette rencontre avec les habitants, nous avons abordé aussi un certain nombre d'autres éléments, comme l'aménagement routier de la route entre le croisement avec Cambaillot et l'arrivée sur les terrasses, qui est particulièrement accidentogène, extrêmement rapide. Et donc, nous avons commencé à présenter les propositions que nous fait le service voirie de la métropole pour aménager cette zone à l'occasion de cet aménagement, mais indépendamment de cet aménagement. Et donc, il y a eu une très bonne discussion pour organiser, avec un certain nombre d'idées qu'on va transmettre au service voirie. Là aussi, cela fera partie des programmes de voirie que nous présenterons pour l'année prochaine. Donc voilà, sur ce terrain du cimetière, y a-t-il des remarques particulières? Monsieur Romanos. Pardon, je vous coupe la parole. Je suis dans l'obligation de me retirer, et je donne le pouvoir à monsieur Lefebvre, à Nicolas. Et pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Pour les autres, bon courage. Merci. Au revoir, François. Merci. Est-il sur le terrain du cimetière? Monsieur. Oui, alors moi un mot sur cet aménagement du cimetière très rapide. Moi je trouve que c'est évidemment un bon aménagement qui concilie plusieurs usages, à la fois en termes d'arrivée, de place. C'est une demande que moi j'ai entendue à de multiples reprises des Grabellois. Voilà, parce que c'est évidemment très très important.
Et je crois que cette idée en plus d'aménagement hydraulique pour protéger sur le bassin versant du Montalet, j'allais dire en aval, les populations, que ce soit les quartiers, les pradas et les terrasses, voilà, je pense que c'est globalement de protection. C'est un très bon aménagement multi-usage et voilà, je salue cette initiative. Franck? Oui, moi aussi je suis très content de cet achat de parcelles pour la création et le futur agrandissement du cimetière, ou l'imagination de pouvoir l'agrandir. Je suis content qu'on puisse réaliser un parking et de sécuriser l'arrivée des visiteurs du cimetière, et je suis très content aussi qu'on puisse construire un emplacement de parking à l'entrée de la commune qui permettra aux habitants de Saint-Gély ou de Combaillot de covoiturer pour traverser notre commune et éventuellement de réduire le nombre de voitures qui vont la traverser, en espérant que d'autres aménagements routiers ne se fassent pas pour qu'il y ait une entrée massive sur notre commune par cet endroit-là. Très bien, donc on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. On passe à la délibération suivante que va nous présenter Madame Cathy Kretz. Il s'agit d'un avenant concernant le bail avec nos trois agriculteurs. Voilà, vous avez sur votre table les modifications qui ont été apportées à l'annexe, hein, pas à la délibération, à l'annexe, qui sont sur votre table. Je donne la parole à Cathy. Voilà, donc comme vous le savez, nous avons 3 agriculteurs à Grabel qui ont été installés par la commune. Ces 3 agriculteurs ont signé un bail avec la commune pour les 2 premiers en avril 2018 et le dernier après une période d'essai en décembre 2019. Donc la commune avait mis un ensemble de moyens à disposition de ces agriculteurs pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions. Une étude hydrogéologique avait été réalisée par un bureau d'études, un très bon bureau d'études Berga-Sud de la région. La remise en état des terres, le déboisage, la remise en état des parcelles également pour une mise en culture immédiate. Tous les travaux avaient été réalisés par la commune. Et pour finir, suite à l'étude hydrogéologique, on a donc pu faire un forage pour ces 3 parcelles réalisées par des prestataires de la région dans les conditions indiquées par l'hydrogéologue. Depuis, le forage est entretenu par la commune, aux frais de la commune. Voilà, on a pu avoir une expérience de savoir comment ça fonctionne, quels bienfaits on peut en tirer, etc. Voilà. Aujourd'hui, l'attente des agriculteurs était d'être plus autonomes au niveau de la gestion de ce forage. Et on était bien d'accord, ils ont fait leurs preuves, ils n'ont pas tiré trop d'eau, ils ont respecté toutes les données d'extraction, d'usage de l'eau prévues par l'hydrogéologue. Donc on était satisfait de leur comportement, on pouvait leur faire confiance et donc on a décidé effectivement de leur donner plus d'autonomie. Alors gérer le forage, c'est gérer d'une part l'entretien quotidien tout au long de l'année de ce forage, nettoyer les filtres, respecter les quantités d'eau que l'on peut tirer, etc. Et cette gestion, au jour le jour, on l'avait déjà facilitée en leur remettant les clés du local du forage, il y a quelques mois. Quand ils ont eu des difficultés et qu'il fallait aller très vite pour réagir, effectivement, on a pensé qu'on pouvait leur remettre ces clés. Et suite à cela, bon, il y a eu un plus gros problème puisqu'il y a eu une très grosse avarie sur le forage qui n'avait rien à voir avec l'entretien et qui a nécessité la reprise du forage, si vous voulez, puisqu'on a constaté, l'hydrogéologue est revenu, a passé une caméra, on a vu qu'il y avait un trou dans les tubes d'extraction. Un fait qui ne se produit absolument jamais. Mais là, on ne sait pourquoi, il y a un trou très, très visible. Et donc, il a fallu changer le tubage, les PVC, et changer la pompe.
Donc, effectivement, un gros investissement à nouveau pour la commune, mais on est maintenant, tout est en état de marche et voilà. Donc, on repart sur de nouvelles dispositions. Les agriculteurs seront donc en charge de l'entretien, la commune bien sûr, en cas de gros accidents, nouvelle avarie, un changement de matériel important, des frais importants à engager, c'est la mairie en tant que propriétaire qui engagera ces frais. Voilà. Donc cet avenant tient compte de cette répartition en fait des pouvoirs et des engagements de la mairie et des agriculteurs. Donc je ne sais pas si vous souhaitez que je lise l'avenant ou pas. Non, vous l'avez lu. Vous l'avez lu. Voilà, il a été par rapport à ce qu'on avait vu en commission, Monsieur MS, il a été étendu à la demande des agriculteurs qui ont souhaité qu'on aille dans les détails sur certaines notions juridiques qu'on avait annoncées qui auraient pu suffire, mais ils se sentaient sécurisés d'aller un peu plus dans le détail. Donc voilà, on a accepté, donc l'avenant est un peu plus long que prévu. C'est pourquoi je ne vous le dirai pas. Voilà, donc je vous demande donc, je vous propose d'accepter les termes à l'avenant au Bois Ferme avec Madame Elsa Mingui, Monsieur Fabien Hervouette et Monsieur Samuel Morville, d'autoriser Monsieur le maire à signer les avenants, de charger Monsieur le maire de transmettre les avenants et la délibération à Monsieur le préfet de l'Hérault. Très bien. Donc, est-ce que sur cette affaire, il y a une demande d'intervention? Monsieur MS. Oui, j'ai une question à poser à Madame Kress. Vous avez fait le constat qu'il y avait eu une utilisation raisonnée ou raisonnable de l'eau qui était extraite de ce forage. Oui. Comment est-ce que vous le mesurez? Il y a un compteur ou, oui. La pompe a été équipée, d'ailleurs je crois que c'est nouveau, la pompe a été équipée d'un compteur. D'accord. Et donc ils sont entièrement autonomes, mais ils ont également tous les outils pour pouvoir bien travailler et gérer leur forage dans les meilleures conditions. Nous restons attentifs. Hein. Et ils ont un volume à ne pas dépasser par saison, d'accord? Oui, okay. Oui, le volume a été indiqué par le bureau d'études. Okay. Un autre point quand même important que je tiens à vous signaler, que sur ce forage, sur cette veine d'eau, si je puis dire, il y a plusieurs propriétaires qui pompent de l'eau, puisque vous savez, sur le quartier de Bruc-Cabal, de nombreux propriétaires ont des puits. Enfin, plusieurs, c'est mieux. Quelques propriétaires ont également des puits, et donc pour leur propre usage. Et donc la commune reste très attentive à ce que ses habitants aient suffisamment d'eau aussi pour leur usage personnel. Donc on se donne le droit d'aller contrôler de temps à autre, voilà. On a de bons rapports avec les propriétaires, donc eux aussi ont des compteurs et des petites unités de traitement de l'eau, parce qu'on craint la sécheresse, et la sécheresse, pour l'obligation principale, c'est d'abord de fournir de l'eau potable à toute personne humaine. Donc ces propriétaires jouent bien le jeu avec nous, et ils mesurent leur consommation d'eau. On était un peu inquiets au mois de mars-avril, parce qu'on a eu un été très sec, un hiver très sec, et on n'avait pas de signe d'assèchement, mais ça aurait continué. Bon, là, la situation s'est rétablie sur le territoire et la veine est abondante, mais on est très vigilant, parce que si ce temps se perdure pendant 2 mois, ça va être tendu et il faudra faire attention dans la gestion économe de l'eau. Donc tout le monde est d'accord sur ce point. Voilà, pour aller dans ce sens. À une autre occasion, on pourra discuter des forages individuels. Hein. Enfin, on n'en discute pas aujourd'hui, c'est aussi un enjeu qui existe sur le territoire. Aujourd'hui, la législation est très légère, puisqu'elle permet à tout le monde d'avoir un forage. La seule chose qu'il a à faire, c'est déclarer en mairie qu'il fait un forage. Voilà. Ce que beaucoup ne font pas d'ailleurs, et il est dans l'obligation d'avoir un compteur. Mais il y a actuellement des projets d'arrêtés qui circulent dans les agences de l'eau que j'ai vues, et qui sera beaucoup plus strict sur la maîtrise des forages individuels. Voilà. Donc sur cette question de convention des agriculteurs, s'il n'y a pas d'autres remarques, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Donc maintenant, je voudrais présenter mes excuses à Christophe Sellier, parce que je lui ai pris l'affaire sur le cimetière. C'était lui qui devait la présenter. Mais c'est peut-être parce que je suis plus proche du cimetière que toi. Donc
Donc, excuse-moi. Et par contre, je lui laisse la parole pour présenter la convention avec la métropole et l'établissement public foncier concernant Croix de Guillery. Bon, merci. Pas de commentaires sur le cimetière. Voilà, bon. Alors donc, notre affaire numéro 9, elle concerne une convention qu'on avait signée avec l'EPF en 2018 et qui arrive à terme. Donc, il est nécessaire de re-signer avec l'EPF et la métropole une convention opérationnelle avec un périmètre constant sur le sujet des terrains de compensation qui nous permettent, si vous avez regardé un petit peu le plan, qui nous permettent de donner à la trame verte qui vient de chez nous et qui part vers Montpellier un axe qui pourra rester naturel et également permet de compenser une partie du projet de Gimel. Cette convention a une durée de 8 ans, donc l'EPF investit 600 000 euros sur ce temps-là. En tout cas, c'est une provision, voilà, un prévisionnel, plus exactement. Et donc la convention, comme je vous l'ai dit, sera tripartite. Le secteur dit de Croix de Guillery donc est placé en EBC, zone sensible naturelle au PLU, et proche aussi d'une ZNIEF. ZNIEF, c'est zone naturelle d'intérêt écologique, et floristique et floristique. Hein, pardon. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit dans le résumé. Je ne vais pas vous lire la convention. Donc, on vous demande d'accepter cette convention tripartite avec le 3M et l'EPF. Merci. Très bien. Donc, juste un petit mot avant de laisser la parole à ceux qui veulent la prendre. Dans le cadre de notre stratégie qui est à travers l'Atlas de la biodiversité communale, le point suivant permettra aussi de l'aborder, qui sera finalisé, notamment je vous engage à participer à la fête de la nature qui aura lieu le 2 septembre, le samedi 2 septembre, et puis ensuite le conseil municipal de fin d'année, vers le mois de novembre, je ne sais pas, on n'a pas encore fixé les dates, celui au moment où il y aura le document d'orientation budgétaire aussi qui sera mis pour l'année 2024, nous allons rendre compte de tout le travail qui a été fait dans le cadre de l'Atlas des biodiversités communales, puisque nous avons été financés pour ça, nous avons obtenu cela. La métropole est toujours en train de le demander, elle a été refusée déjà 2 fois, mais nous on a été acceptés, d'autres communes s'y mettent aussi, et la Croix de Guillery, l'ensemble de la colline de Guillery est un réservoir de biodiversité particulièrement extraordinaire, et qui a été recensé comme tel. Donc ce domaine va rentrer dans le plan d'action, parce que l'Atlas, la biodiversité communale, si monsieur Jean-Luc Martin était ici, vous l'expliquerez mieux que moi, c'est pas quelque chose qu'on va mettre dans un tiroir pour l'avenir, hein, en disant voilà, maintenant on connaît notre territoire. Non, cet Atlas débouche directement sur un plan d'action pour la biodiversité sur notre territoire. Donc ce plan d'action est tout à fait important et la Croix de Guillery va être décisive, ainsi que toute la bordure de la Mosson. Donc voilà sur cette convention. Est-ce que sur ce sujet, quelqu'un veut la parole? Monsieur MS, allez-y. Oui, j'avais une question pour Monsieur Cellier. La convention porte sur un plafond de 600 000 euros. Donc l'établissement public foncier va acquérir des terrains dans cette zone-là, dans la limite de 600 000 euros. Est-ce que à terme, ces terrains seront rétrocédés, donc rachetés? Alors par qui? Par la commune ou par la métropole? Par la commune. Alors, ils ne seront pas rachetés par la commune, ils seront cédés à la commune. C'est la gestion communale. Oui, mais l'établissement public foncier qui va débourser 600 000 euros, il va les céder à titre gracieux? Non, il va être lui remboursé par l'opération de Gimel, puis c'est la compensation de Gimel. D'accord. Donc c'est l'aménagement de Gimel qui remboursera les 600 000 euros.
Donc comme ça, pour nous, on se retrouve avec une zone naturelle sans avoir rien à débourser. D'accord. Alors, petite explication de vote. Donc, en ce qui nous concerne, donc vous l'avez bien souligné, M. Cellier, c'est donc en compensation de l'opération Gimel, donc de l'urbanisation sur Gimel. Cette zone-là, elle présente effectivement, vous l'avez dit, des caractéristiques de biodiversité particulières ou remarquables. Bon. C'est déjà une zone naturelle qui est inconstructible. Hein, donc, l'opération va consister simplement à rendre à restituer ou à redonner dans le patrimoine communal des terrains qui aujourd'hui sont détenus par du privé. Donc nous, dans la mesure où, enfin notre groupe en tout cas, on a discuté sur ce point-là, dans la mesure où c'est effectivement en compensation d'une zone qui va être urbanisée et qui est présente manifestement déjà la zone de Gimel un intérêt de biodiversité un peu remarquable, on aura quelques difficultés à voter favorablement à cette délibération. Voilà. Monsieur Morvan. Bon. Oui. Non, juste, je comprends votre raisonnement, monsieur MS. Mais en fait, sur le plan du... ça y est, j'ai perdu le fil. Non, sur ce que vous dites sur les terrains compensés, la compensation des terrains, on est censé, derrière, développer des actions qui vont permettre de développer la biodiversité. C'est-à-dire qu'on n'achète pas un terrain qu'on va laisser en jachère. Donc il y a un intérêt supérieur à celui de dire, bah là on dit que ça va compenser Gimel, oui, mais pas que. Voilà, c'est tout. Monsieur Morvan. Oui, alors moi sur ce sujet-là, plusieurs points, plusieurs observations, propositions. Déjà, je pense que l'objectif de renaturer, puisque ce qu'a dit M. Cellier est exact, ça va au-delà de laisser des zones en jachère. C'est l'idée, c'est d'engager pour améliorer, faire de l'entretien, même éventuellement venir limiter des risques de feux de garrigue. Enfin, on peut imaginer tout type d'entretien possible, tout en accompagnant la protection de la biodiversité. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on est effectivement dans une séquence de compensation, donc de la séquence éviter, réduire, compenser. On sait aujourd'hui, on a un peu de recul sur ces sujets-là, c'est que les mesures compensatoires coûtent relativement cher. Donc, et que 600 000 euros financés par l'EPF, et c'est dans ses missions, hein, c'est dans la mission de l'EPF, hein, donc c'est d'ailleurs des missions qui incombent à l'EPF et qui généralement émargent peu, et je pense que c'est un axe de progrès assez fort pour les besoins publics fonciers Occitanie, puisque c'est complètement dans ses missions et que ça vient effectivement accompagner une action communale, mais je crois qu'il faut aussi recontextualiser tout ça. Et il y a un avis qui a été rendu, hein, je sais, récemment par la MRAE, hein, sur les actes de Gimel, avec des questions d'espace, densification, peut-être on sait très bien qu'on est dans une logique de zéro artificialisation nette, hein, donc on a aussi par rapport à notre développement communal à tenir compte de cet équilibrage-là, même si on n'est pas tout seul évidemment, et donc il faut qu'on s'engage assez fortement dans cette renaturation, et c'est l'objet d'une déclaration intérieure, donc j'y reviendrai, je soulignerai ce point-là également. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Non, tu as répondu sur ce point. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Oui, Madame Ancelei, Monsieur Emès, Madame Archetti, Monsieur Lefebvre avec votre pouvoir, Monsieur Gérassi. Très bien. Adopté à l'unanimité des exprimés, c'est comme ça que ça dit quand il y a des abstentions. Donc, de délibération suivante, il s'agit de l'engagement pour le végétal que je vous présente rapidement. Vous avez pu lire la délibération. Voilà. Donc, c'est tout à fait dans le cadre justement de l'élaboration de l'Atlas des biodiversités communales. Vous savez que notre commune est engagée sur le zéro phyto depuis longtemps, puisque la commune de Grabel en 2010 a été la première commune de l'agglomération à l'époque
à prendre l'engagement du zéro phyto pour tous ces espaces verts communaux. Et puis ensuite, ça s'est développé, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Et maintenant, nous sommes très nombreuses communes engagées sur ce point. Par ailleurs, nous avons une stratégie de revégétalisation des zones urbaines, de réintroduire des zones urbaines. Nous aurons l'occasion d'en discuter dans des commissions ad hoc lorsque on sera amené à débattre du PLUI dans le débat public, car nous voudrions beaucoup à Grabel que dans le prochain plan local d'urbanisme, il y ait des obligations en termes de végétal et de biodiversité et de renaturation des zones urbaines. Donc c'est dans le cadre de cette stratégie. C'est pour ça qu'on vous propose d'adhérer à une charte engagée pour le végétal qui est une sorte de guide pour le travail, parce qu'aujourd'hui il ne s'agit pas uniquement de faire que ça soit les zones communales ou métropolitaines qui puissent réintroduire du végétal. Ce que nous faisons actuellement aux écoles comme chantier, c'est une réintroduction aussi du végétal. Bon, ça c'est sur les zones publiques, mais avec ça, il s'agit de le mettre dans les documents d'urbanisme, et de la même manière qu'un certain nombre de produits phytosanitaires sont désormais interdits pour tous, et pas uniquement pour nous, le public, il est fondamental d'organiser cette action commune au niveau du territoire. Alors je pense qu'il y a une sensibilité nouvelle qui se ressent dans la population. Les différentes réunions auxquelles nous participons sur le terrain ou les rencontres dans les quartiers montrent qu'il y a une recherche de cet aspect-là. Il y a plusieurs dossiers dans des quartiers où les gens se mobilisent pour maintenir des zones végétales coûte que coûte. Naturellement, on ne peut pas contredire le droit à bâtir dès lors qu'il est contenu dans le document d'urbanisme, mais on doit l'accompagner d'une renaturation des zones. J'en profite pour dire d'ailleurs concernant Gimel que si on ne prend pas simplement la surface réservée à l'aménagement de Gimel, si on prend la totalité du parc de Gimel, parce qu'il y a toute une partie du parc de Gimel qui n'est pas concernée, l'imperméabilisation est de 20% de la surface, globalement. Et si on regarde la compensation, c'est bien joli, c'est pas tout à fait une compensation, car comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une zone qui est déjà naturelle. Mais c'est une zone naturelle qui est aujourd'hui dégradée, car les personnes privées qui en avaient la charge n'y ont pas mis les pieds de leur propre aveu depuis 40 ans. Donc ils ne connaissent pas du tout la croix de Guéry dans son propriétaire, c'est tout. Or, ça se dégrade. Et le rapport que nous avait fait la DREAL, disons c'est un réservoir extraordinaire, mais il est en train de décliner. Donc on va le réinvestir. Le réinvestir, ça signifie faire venir dans cette zone des espèces qui n'y sont plus et qui étaient avant. C'est réinsérer certaines circulations, notamment ce qu'on appelle la trame turquoise, c'est la façon dont l'eau circule dans cette zone. Tout ça nécessite des travaux pour le faire revivre cette zone. Donc si on réfléchit à ça, les 80% restants de Gimel, il y a une partie qui est privée, donc ce sera les auteurs privés qui s'en occuperont, mais la partie publique nécessite un aménagement. Et donc dans l'opération de Gimel, il y a notamment un aménagement des zones naturelles, pour leur redonner vie, parce que personne. Et d'ailleurs, le défrichement qu'on vient de faire pour lutter contre si vous allez marcher un peu dedans, vous redécouvrez Gimel, vous redécouvrez notamment son oliveraie, vous redécouvrez toute une série de choses. Et ces choses-là seront maintenues dans le projet. Donc il va falloir l'habiter, ce lieu. Une zone naturelle, elle vit que si elle est dans une relation dynamique avec l'homme, et pas simplement laissée en l'état. Voilà, donc c'est ça. Donc, par ailleurs, il faut réfléchir sur notre territoire, la totalité de notre territoire, quelles sont les zones artificialisées que nous pouvons rendre à la nature. Voilà. Donc on peut faire des choses de manière ponctuelle, hein, au niveau des écoles, de ceci et de cela. Mais la zone la plus importante qu'on va rendre dans la nature, c'est comment dire, la Sauvamie à Bel-Air, hein, puisque plus de 80% de la zone doit être renaturée dans le contrat passé avec eux. Il y a déjà 1 hectare qui a été renaturé. Il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. Et donc, quand on prend la totalité de ce que c'est bien supérieur à l'artificialisation. Et enfin, puisqu'on parle d'artificialisation nette, je tiens à préciser que la plus grosse artificialisation qui se sera produite sur Grabel en 50 ans, c'est le lien. C'est le lien. La plus grosse artificialisation. Alors, c'est pas du bâti, donc ça compte pas dans les ZAN, zone d'artificialisation nette. Mais pour les sols, c'est une artificialisation. D'accord ? Il n'y a pas de souci. Donc voilà un peu le sujet. Alors là, il s'agit d'une charte engagée pour le végétal, et on va notamment la mettre en lumière le jour de la fête de la nature, le 2 septembre.
Voilà. Est-ce que sur cette délibération, quelqu'un veut la parole? Monsieur MS? Oui, juste une question, puisque vous avez beaucoup évoqué Gmail. J'avais souvenir l'année dernière que vous aviez annoncé au mois de une réunion d'information, une réunion publique consacrée à la présentation du projet de Gmail en décembre 2022. Qu'en est-il? Est-ce que, parce que vous avez l'air de décrire un peu ce qui ressemble à un plan masse ou un plan d'ensemble, est-ce que cette présentation va être effectuée aux élus, aux Grabellois, et si oui, quand? Gmail sera présenté à tout le monde, aux élus, aux Grabellois, lorsque le projet sera achevé. Le point de départ de ce projet, c'est le jour où nous votons dans ce conseil municipal la participation de cet aménagement aux équipements publics. Et ce vote devra avoir lieu dans le conseil municipal et dans le conseil métropolitain. Aujourd'hui, il n'est pas prêt. Aujourd'hui, il n'est pas prêt parce que c'est du travail, c'est de l'aménagement, et globalement, nous ne sommes pas pressés. Nous sommes tout à fait déterminés à faire Gmail, mais il faut le faire sans aucune frénésie. Il faut s'assurer que tous les éléments sont bien serrés sur le plan financier, sur le plan des équipements, sur le plan du fonctionnement, sur le plan des lots, etc. Donc cette présentation, dès que nous aurons franchi cette étape, la participation aux équipements publics, il y aura ensuite, disons, le dossier de réalisation. Voilà. Et lorsque vous aurez le dossier de réalisation au conseil municipal, eh bien, ça deviendra quelque chose de public. Voilà. Et à ce moment-là, on le présentera publiquement. Je ne m'engage pas sur la date, parce que la dernière fois, comme vous le dites, je me suis engagé et ça va aller plus lentement que prévu. Aujourd'hui, on nous parle de la fin de l'année, on verra. On verra où en est le travail, parce qu'il s'agit de faire quelque chose de sérieux. C'est quand même un quartier qui va être tout à fait novateur, hein, si on veut introduire des choses dedans qui n'existent pas ailleurs, pour que ça soit un quartier du changement climatique. Donc ça pose beaucoup d'enjeux, et autant le faire sérieusement. Donc je pense que c'est vers la fin de l'année qu'on aura les premiers éléments. Voilà. Je ne m'engage pas trop, hein, c'est ça, plutôt novembre, n'est-ce pas, monsieur Blasco? Plutôt novembre qu'octobre, hein. C'est plus sûr que ça pour le conseil de novembre, qu'on aura la participation aux équipements publics. Donc voilà, donc comment? Oui, alors pour revenir sur la délibération qui était le sujet, c'était le sujet qui était posé, donc la poursuite des zéro phyto, c'est bien l'idée d'aller au-delà, hein. Donc aujourd'hui près de 600 communes en Occitanie sur 4454, donc on est un peu plus de 10%. Donc zéro phyto, donc on voit bien que il y a encore du chemin à faire, hein, pour aller dans ces démarches-là, et c'est très bien que la commune s'y soit engagée. Maintenant, quand on regarde les objectifs étendus, hein, donc cette charte qui est basée sur 12 engagements, bon, je vais pas tous les citer, mais notamment la perméabilité des sols, l'objectif de 100% végétalisation, bonne pratique de plantation, l'objectif zéro plastique dans les plantations, l'objectif zéro déchet vert. Donc je crois qu'il y a vraiment tout un ensemble qui dépasse largement, hein, l'élan initial, hein, sur zéro phyto, notamment sur tout ce qui est le désherbage alternatif au désherbage mécanique et 100% de plantation en pleine terre. Je crois qu'aujourd'hui, il y a encore du travail à mener. Et quand on regarde le déploiement effréné, hein, on a déjà parlé en conseil municipal sur la métropole des pistes cyclables et d'autres aménagements en termes de perméabilité. On pourrait faire d'autres aménagements où on pourrait avoir effectivement, il y a de nouvelles technologies, que ce soit en termes de réflexion du rayonnement ou en termes de perméabilité des sols. Donc, et donc j'en profite pour dire un petit point qui n'a pas été évoqué dans la délibération précédente, je crois, sur le parking. Il y a une initiative pour qu'il y ait un parking perméable, hein, donc dans cet aménagement-là. Donc au lieu d'aller à toute vitesse, parfois il vaut mieux peut-être prendre un peu plus de temps et investir de manière plus raisonnée, et plutôt que de refaire plusieurs fois le travail. Et je crois qu'on a encore du chemin avec beaucoup d'humilité à conduire. Merci monsieur Morvan. Je vous propose que nous passions au vote sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. On passe au point suivant où on va laisser monsieur Fiordino et monsieur MS tout seuls dans la salle. Ça concerne le taux de fongibilité. Voilà, tu vas nous expliquer ça, Franck. Et monsieur MS a posé une question en commission et nous avons
une réponse des services qui vont dans le sens de votre interprétation, monsieur MS. Voilà. À toi, Francis. Donc c'est bien une affaire de technicien que nous avons devant nous, puisque du coup c'est le passage à la M57, donc notre nouvelle nomenclature comptable, nous permet d'avoir et nous demande de fixer un taux de fongibilité. Alors le taux de fongibilité, c'est-à-dire que nous pouvons faire des transferts de crédit entre les chapitres des sections de fonctionnement entre eux et des sections d'investissement entre eux. Ce qui fait que nous proposons, comme nous le recommande d'ailleurs la trésorerie, de faire ce taux de fongibilité de 7,5% pour les chapitres et de fonctionnement et d'investissement. Voilà. Donc, ce qui ferait, si on allait jusqu'au bout, sur notre budget, donc du coup prévisionnel de 10 millions et quelques, 800 et quelques mille euros de fongibilité en fonctionnement et 400 ou 500, j'ai noté mais je ne l'ai plus sous les yeux, 562 000 en investissement. Bien sûr, comme je l'ai dit en commission, nous engageons à... de toute façon, ça passe par décision du maire, donc du coup, nous engageons à apporter ces éléments lors de chaque conseil, après chaque décision, les apporter en conseil municipal. Donc, ce qui veut dire que la section, on ne peut pas toucher à toucher au chapitre du 012, celui sur les salaires des agents. Donc voilà. Par contre, le montant du 012 est compris dans la fongibilité globale du fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'on peut monter à 800 000, sinon on serait à 400 000 si on était sans le 012, vu que notre 012 fait à peu près 50% de notre budget de fonctionnement. J'espère avoir été clair, même si c'est pas le truc le plus glorieux. Pascal, tu veux dire un mot? Vas-y. Oui, alors bon, c'est pas le truc le plus excitant de la Terre, hein, ça je veux bien le reconnaître. Alors, ce qu'il faut bien, en tout cas la manière dont on a nous interprété ça et les conséquences de cette délibération, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, c'est la M57, la nouvelle nomenclature comptable, qui permet cette fongibilité. La fongibilité, c'est le fait de faire des mouvements de crédit de chapitre en chapitre sans passer par le conseil municipal. C'est ça en fait que cela signifie. Donc c'est une possibilité et ça n'est pas une obligation. Voilà. Si on utilise cette possibilité, donc de vouloir squeezer la délibération du conseil municipal, on peut choisir un taux compris entre, on va dire, 1 ou 0,5 et 7,5. On n'est pas obligé de retenir 7,5, c'est bien un maximum, mais on peut retenir un taux inférieur à 7,5 si on décide d'utiliser cette possibilité. Alors, nous, notre groupe n'est pas favorable à cette délibération. Pourquoi ? Parce que nous avons souvent dit et répété, et je m'adresse en particulier à M. Vézinet, que nous étions partisans de la transparence et du fait que le conseil municipal doit être saisi, doit délibérer lorsque il y a des transferts entre chapitres. S'il y a des transferts entre chapitres, ça veut dire que la prévision de dépenses n'a pas été bonne. Et donc, il nous paraît important que le conseil municipal soit saisi et délibère pour exprimer son vote concernant les motifs de ce dépassement de crédit. Voilà, hein, donc ça me paraît être la base du respect des décisions du conseil municipal. Alors, vous dites effectivement, on s'engage à donner l'information. C'est dans le texte. Hein. Le texte vous donne obligation de donner l'information. Donc, ça n'est pas une faveur particulière que vous accordez au conseil municipal. Pardon ? Oui, non, mais il y aura la formation a posteriori. Et donc, une fois que la décision de transfert de crédit aura été prise. Donc, encore une fois, nous souhaitons que s'il y a transfert de crédit parce qu'il y a dépassement
du montant qui est prévu dans le budget, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, ça concerne les dépenses bien évidemment, et bien que ce point-là fasse l'objet d'une décision modificative et donc d'un vote par le conseil municipal. Ce qui empêche, ce que cette délibération empêchera de faire, parce que comme vous l'avez dit, 800 000 euros de transfert de crédit, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de décision modificative et que nous aurons l'information une fois que la décision sera prise et on aura l'ensemble des résultats de ces décisions successives lorsqu'on aura à examiner, donc a posteriori, les résultats de l'exercice matérialisés par le compte administratif. Donc voilà. Donc moi je suis partisan que le conseil municipal puisse donner son avis et délibérer sur tout dépassement significatif de crédit. Merci. Donc juste une rectification. Il y aura une décision modificative si on est amené à toucher le 0,12, le personnel. Et donc, comme ça représente 50% du budget de la section de fonctionnement, c'est pas une petite chose, c'est important. Donc, il faut tenir compte de ça. Ensuite, juste un témoignage, je vois pas l'intérêt de discuter 2 heures de ça. Je participe à des réunions de maires, de concertation, et des maires de toutes les sensibilités politiques, et tous, de manière unanime, nous disent que cette souplesse de gestion qui est présentée aujourd'hui avec cette nouvelle nomenclature, qui existe déjà dans beaucoup d'autres pays, mais les finances publiques françaises sont très rigides, c'est une chose qu'il faut saluer, et que naturellement, il faut l'utiliser intelligemment, comme tout le reste. Mais voilà, donc j'ai pas trouvé une seule... J'ai posé la question, hein, parmi eux, il y a des gens qui sont très pointus en finances publiques qui disent, mais oui, ça, c'est pour donner de la souplesse, c'est plus pratique. Dès lors que le 0,12 n'est pas concerné, il y a une grosse masse qui est gelée quand même. Hein. Donc voilà, c'est ça, je voulais dire. Tu veux rien rajouter, Franck, ou non, ça va? Non, pas plus, c'était ça, c'est beaucoup plus de souplesse et de fluidité. Après, j'entends vos remarques. Hein. Nous, la trésorerie nous demande de prendre une délibération nous conseille de prendre, pas nous demande, nous conseille de prendre une délibération à 7,5. Écoutez, pour moi, c'est un acte administratif sur lequel on ne montera jamais à 7,5. Enfin, je pense pas qu'on aille jusque-là. On l'a jamais fait dans aucune de nos DM. Donc, je pense très bien, écoute, on va pas passer 3 heures là-dessus. On a un engagement à respecter, c'est finir assez tôt le conseil municipal. Donc, on a compris les positions des uns et des autres. Qui est contre? Madame Ansidei, Monsieur Emes, Madame Marchetti, Monsieur Lefebvre et son pouvoir, Monsieur Gérassi. Qui s'abstient? Pas d'abstention, adopté à la majorité. On passe maintenant, chose intéressante, le plan de déplacement, et c'est toujours Monsieur Franck Fiandino, plan de déplacement pour les agents de la commune. Oui, de temps en temps, je fais des choses un peu plus rigolotes que la comptabilité. Voilà. Donc, du coup, ça m'intéresse un peu plus. Et il y a un peu de sous en jeu. Il y a des sous pour nos agents, puisque du coup, on parle du plan de mobilité employeur, donc d'un PDME, chose qui est assez important à faire, puisque du coup, nous allons aider aux pratiques vertueuses qu'ont nos agents. C'est-à-dire que si des agents viennent en covoiturage, viennent en vélo électrique, viennent à pied, ou en transport en commun, pardon, j'ai oublié le principal, nous proposons de les aider financièrement au travers d'une prime qui est fixée du coup à 100 € pour les déplacements compris entre 30 et 59 jours par an, 200 € pour les agents qui feraient 60 à 99 jours de pratique vertueuse, ou 300 € lorsque les déplacements sont au-delà des 100 jours dans l'année. Donc du coup c'est une prime pour le portefeuille de nos agents, hein, qui ont des bonnes pratiques en matière de mobilité. Là-dessus, nous sommes appuyés avec la métropole sur un cabinet qui nous a permis de cartographier aussi les agents pour dire que, en effet, ceux qui viennent de loin pourraient peut-être se regrouper en covoiturage et on va les mettre en relation. Ceux qui habitent proche de leur lieu de travail viennent souvent déjà à pied
pour ceux qui sont là, et donc du coup les encourager à continuer dans ces démarches. Pareil pour ceux qui prennent les transports en commun ou le vélo. Vraiment, nous pensons que c'est un des premiers, pas un des premiers, mais c'est un des grands axes du groupe que j'ai l'occasion d'animer dans le cadre du CCTE, d'inciter, donc le groupe sur la mobilité, d'inciter les agents et plus largement les Grabellois à utiliser les systèmes de déplacement alternatifs à l'autosolisme. Je reviens encore faire la pub pour le dispositif Klaxit. Lors d'une réunion à la métropole, nous avons eu l'information que depuis novembre 2022, il y a eu 5000 départs et 5000 arrivées. Alors les chiffres, c'est un peu plus de départs que d'arrivées d'ailleurs. Explique un peu ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Via l'application Klaxit. Donc, c'est-à-dire que des gens se sont mis en relation via une application pour faire du covoiturage quasi permanent. Cette application, elle permet d'être, elle a le gros avantage d'être gratuite pour l'usager, pour la personne qui est covoiturée, et la personne qui covoiture, donc qui utilise son véhicule, lui est rémunéré via l'application. C'est des rémunérations qui peuvent aller jusqu'à 100 euros, 150 euros par mois. Donc du coup, c'est assez intéressant pour tous, et je vous invite vraiment à le développer dans vos réseaux, à faire entendre que l'alternative à l'autosolisme, encore une fois, existe, et il faut s'en saisir quand on a des taux de pollution dans notre métropole qui sont... voilà. Ah oui, 5000 départs et 5000 arrivées. Donc voilà, je vous invite à prendre cette délibération pour le portefeuille de nos agents et pour le bien-être de la planète. Très bien, quelqu'un veut dire un mot là-dessus? Oui, Pascal? Oui, un petit mot. Je trouve ça très, très bien d'inciter effectivement les agents à utiliser d'autres moyens moins polluants que les voitures. Bon, on peut toujours à la limite trouver dommage qu'il y ait une prime. Enfin voilà, donc que ce soit pas, je dirais, spontané, qu'il n'y ait pas une prise de conscience qui fasse que les gens le fassent d'eux-mêmes sans leur la prime. C'est toujours une petite carotte, mais bon, voilà, on va pas... bon, voilà, donc on votera avec enthousiasme cette délibération. Là-dessus, je suis pas d'accord, parce que en effet, on va inciter des nouvelles pratiques, mais beaucoup de nos agents le font déjà, et donc c'est récompenser ce comportement vertueux. Bonsoir à tous. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Bravo, surtout avec les enjeux énergétiques qu'on a aujourd'hui. Une simple question me vient. Comment vous allez contrôler qui vient, à quel moment, comment, pourquoi? Voilà, c'est la seule question que je voulais vous poser. Merci. C'est très juste. Donc, il faut savoir qu'on est une petite commune et que donc tous les services travaillent de manière très étroite avec leur chef de service. Donc, voilà, on va pas installer un pointage. Vous voyez ce que je veux dire, voilà, sous cet angle-là. Je donne, voilà, et on le vérifie tous les jours. On voit comment ils arrivent, on voit comment ils se déplacent. Déjà, il y en a certains qui. Alors, ce qui est intéressant, voilà, c'est pas, je pense pas que c'est très compliqué. Vous êtes dans une grande unité. Je vois, par exemple, à la métropole. Bon, il y a un système de pointage, voilà, on fait payer les parkings, c'est très compliqué, ça, c'est très difficile à mettre en place. Pour une petite unité comme la nôtre, je pense que c'est gérable au niveau de chaque service. Voilà, donc sur cette délibération... Un dernier complément d'info, si nous approuvons cette délibération, ce que je ne doute pas, nous serons la 3e commune de la métropole à la prendre derrière Montpellier et Latte. Donc je pense que pour une petite commune comme la nôtre, c'est quand même assez... Et non, on peut pas toujours être premier. Non, pas toujours premier. Montpellier a l'obligation de le prendre. Nous, on n'est pas obligé. C'est facultatif. Voilà. Très bien. On ne sera pas non plus les 4e. Voilà. Très bien. Donc, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Je passe la parole à Madame Zora Deroussi pour les quelques délibérations qui suivent, en commençant par le tableau des emplois. À toi, Zora. Oui, bonsoir à tous. Donc l'affaire numéro 13 consiste au rituel, le nettoyage du tableau des emplois. Donc on avait procédé donc au conseil municipal j'ai plus la date, du 22 mai, donc à la suppression des postes pour pouvoir créer les postes d'avancement de grade.
Donc avancement de grade vers un poste de puéricultrice, vers un poste d'auxiliaire de puéricultrice de classe supérieure, vers 2 postes d'auxiliaire de puéricultrice de classe normale et vers un agent social. Pour l'affaire numéro 13. Donc ce ne sont D'accord. pas, excusez-moi, ce ne sont pas des créations de postes. Non, c'est uniquement. Non, on crée le poste pour pouvoir à l'avancement. Ok. On recrute pas, ils sont déjà là. Comme à chaque fois, depuis tout le temps. Voilà. Puis après, on supprime le poste qui est en dessous une fois qu'ils sont là. La fois suivante. Donc sur ce... d'approuver cette. Donc, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Délibération suivante, aussi classique. Oui, non, pas trop classique, parce que c'est le recrutement d'une ATSEM. Alors, recrutement d'une ATSEM suite à une mutation. Donc, une ATSEM sur l'école Pierre Soulages et non Poncy, comme c'est marqué dans la délibération. Nous excusons de la coquille, oui. Voilà. Donc, ça sera sur un poste de contractuel, puisque nous n'avons pas eu de candidature pour un poste d'ATSEM confirmé. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Donc, l'affaire numéro 15 est une demande de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale pour fonds de modernisation des établissements d'accueil du jeune enfant. Donc, nous avons plusieurs postes sur lesquels orienter cette demande de subvention. Un poste dans le cadre de prévention des troubles musculo-squelettiques concernant l'achat d'un mobilier pour prodiguer les soins d'hygiène des enfants. Ça évite aux agents de les porter. Ensuite, une armoire pour stocker les produits d'entretien en sécurité. C'est celle-là, oui. Mettre des roulettes sous des barreaux pour permettre les évacuations en cas d'urgence. Ensuite, l'acquisition de mobilier à visée pédagogique. Donc, c'est pour les enfants. C'est beaucoup utilisé. C'est l'exploration sensorielle, beaucoup utilisé pour offrir un refuge un peu, un espace zen pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Ensuite, des travaux de rénovation donc pour permettre de résoudre les problèmes d'infiltration dans le réfectoire. Et le dernier poste, c'est pour remplacer la clôture existante entre 2 secteurs par un mobilier un peu plus ludique, c'est-à-dire avoir un style de claustra plus avec des jeux ludiques de part et d'autre pour que les enfants puissent jouer de chaque côté des secteurs au lieu d'avoir une simple clôture. Voilà, donc je vous demande votre soutien de valider cette demande de subvention à hauteur de 23 827 €. Monsieur Thierry Mathieu, qui est le directeur de la cave de l'Hérault, assistait à l'Open de tennis dimanche, et dans la réunion qui a suivi, il a dit que Grabel était la ville qui était la plus aidée par habitant de tout l'Hérault, par la cave. Et à ce moment-là, il y a quelques plaisanteries qui ont été lancées par d'autres élus en disant qu'on était des privilégiés. Il a dit pas du tout. C'est parce qu'ils font beaucoup de choses. Là, parce que la cave, c'est déterminé par l'initiative. Donc je pense que notre demande de subvention trouvera une oreille attentive du côté de la cave. Donc pas de remarque particulière sur cette demande de subvention. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Zora, la délibération suivante, numéro 16. Oui, la numéro 16, pareil, ça c'est classique par contre, concernant les créations d'emplois non permanents, pour nous permettre de recruter, de surcroît aux éventuels surcroît d'activité. Donc, vous n'êtes pas sans savoir les difficultés que nous avons à recruter dans l'enfance, la petite enfance. Donc, on ouvre des postes de puéricultrice, des postes d'éducatrice de jeunes enfants, des postes d'auxiliaire de puéricultrice, des postes d'agents techniques pour l'entretien des locaux et de 20 postes d'animation. Donc, pour l'année prochaine, comme le disait monsieur le maire tout à l'heure pour les écoles, nous avons mis en place un dispositif conséquent pour accompagner les enfants de chaque pôle. Donc, nous avons besoin d'énormément d'animateurs. Donc, cette délibération permettra le recrutement. Et je vous remercie de soutien que vous apportez régulièrement au domaine de l'enfance et de la petite enfance. Très bien. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est le numéro 17, ça concerne l'urbanisme, c'est ça? Non. Oui, c'est l'urbanisme. C'est l'agent Ça concerne le remplacement.
Donc, il s'agit d'un contrat qui a été engagé pour permettre de remplacer Marie-Paul V, qui va partir à la retraite à la fin août. Et donc, c'est un événement pour Grabel, le départ de Marie-Paul. Elle habite toujours Grabel, il n'y a pas de souci. Mais voilà, elle fait valoir ses droits à la retraite. Et donc, il nous faut organiser son remplacement avec un CDD. C'est le système des contrats de 3 ans renouvelables une fois. Et vous savez que la loi, au bout de 6 ans, fait que ça se transforme en CDI. Voilà, donc on ne peut procéder à CDD que si on a annoncé le poste pour qu'il soit pris en priorité par des fonctionnaires. Mais comme le constate la totalité des collectivités locales depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, c'est vraiment un effet post-Covid qui est très très net. Je ne sais pas si c'est dû au Covid, mais on le voit surtout depuis 2 ans. Il y a de moins en moins de fonctionnaires qui postulent pour des postes et beaucoup plus de contractuels, des demandes de contractuels qui ont les compétences et qui leur permet de négocier des salaires meilleurs. C'est-à-dire qu'entre l'arbitrage salaire-garantie d'emploi, autrefois la garantie d'emploi prenait le pas sur le salaire, là on paye 10 ans de gel de l'indice salarial, qui fait que l'attractivité des postes de fonctionnaires diminue. Donc on ne trouve pas de fonctionnaires pour ces postes, mais on trouve des gens qualifiés qui choisissent des contrats. Donc ça concerne le poste d'instruction d'urbanisme. Donc s'il n'y a pas de remarques à ce sujet, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. La délibération suivante, qu'est-ce que c'est? Ah, le groupement de commandes. À toi, Franck. Donc très rapidement, c'est sur l'achat de vêtements professionnels, de chaussures de sécurité et d'équipements de protection individuelle. La commune de Grabel et son CCS rejoint un groupement de commandes avec les communes, globalement quelques communes de la métropole, dont Montpellier, son CCS, Cornonterral, Jacou, etc., etc. Tout est marqué dans la délibération. L'idée, bien sûr, c'est de mutualiser ces commandes pour avoir des coûts, des tarifs plus attractifs. Voilà. Je vous demande de... C'est par principe que l'on met le CCAS dans le groupement de commandes, même s'il n'est pas a priori directement concerné par des équipements. Donc la question m'a posée, mais quel est l'équipement spécial des gens du CCAS? Je dis, ben non, il y a le CCAS de Montpellier, le CCAS de Latte, on rentre tous dans le même groupement de commandes. Enfin, c'est par habitude, il n'y a pas de particulier. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. La délibération suivante, donc il s'agit, voilà, à toi, le règlement intérieur de la crèche, à toi Zora. Ah oui, donc dernier point, donc mise à jour du règlement intérieur de la crèche, où on a modifié 2 points. Un point pour faciliter les demandes de congés de parents, donc on a rajouté l'avertissement par mail, et pas forcément, voilà, qui manquait. Et nous devons modifier, ça se complique un petit peu pour l'administration de médicaments auprès des enfants. Donc nous retirons le fait d'administrer aux enfants des produits reconstitués. Comme l'amoxyline par exemple, où on est obligé de mettre de l'eau, etc. À partir du moment où on ouvre, on ne peut plus administrer ce médicament. Oui. Ok, donc sur ce règlement... Donc les prescriptions des médicaments peuvent être utilisées à la crèche. Sur les prescriptions, un enfant malade, vous parlez de l'amoxyline, donc c'est un antibiotique, ça veut dire que le gamin il a été malade, il a une prescription, mais il va à la crèche quand même. Et on donne l'autorisation à la crèche de continuer la poursuite du traitement. Le traitement amené par le parent ne sera pas accepté à la crèche parce qu'il s'agit des produits reconstitués, c'est-à-dire qu'on a rajouté de l'eau, etc. Donc le dosage qui a été fait à la maison par les parents ne garantit pas, enfin au niveau de la sécurité, les agents ne seraient pas couverts par un produit qui aurait été mal dosé à la maison. Donc voilà, c'est juste... Au-delà de ça, si c'est un sirop antibiotique, si c'est du paracétamol, etc., c'est autorisé. Si tout ce qui n'est pas reconstitué est autorisé. Donc il faut qu'ils amènent le flacon entier à la crèche et la crèche l'administrera à l'enfant. Si vous voulez, je peux vous expliquer la pratique. Hein. En gros, quand on apporte, quand on a un traitement, on apporte un nouveau. Le pharmacien est au courant, il nous donne un flacon de plus pour la crèche, quoi, en gros, que nous on n'ouvre pas et qui est directement. Je trouve ça étrange. On interdit aux parents de donner un repas
à la cantine au prétexte d'allergie ou autre, etc. Et là, on prescrit à des enfants en très bas âge la poursuite d'un traitement, j'ai bien compris, prescrit, etc., etc., mais entre les mains d'une auxiliaire puère, etc. Enfin bon, je suis étonnée. C'est pas le même régime que les plus de 3 ans, que les écoles. Oui, je vois. Il y a un protocole précis au niveau des écoles, qu'on connaît, il existe le même depuis 30 ans. Et là, c'est une prescription pour les nourrissons, c'est beaucoup plus, les moins de 3 ans. Et la directrice est infirmière. Oui, ça je... C'était pas obligatoire. Tout le monde ne le sait pas, mais pas tout le monde. Très bien, merci pour votre remarque. Donc sur ce point, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, ce n'est pas fini. Il y a la lecture des décisions que va nous faire monsieur Fabien Blasco. C'est l'instant Blasco. Bonsoir, ouais, c'est l'instant jazz. Bonsoir, dans les décisions de ce soir, nous avons une série de décisions qui concernent l'attribution des marchés de travaux. Vous avez fait lecture déjà des attributions. Nous avons été amenés à faire des modifications mineures, en fait, et ça fait l'objet de 3 décisions, l'une du 30 mai, l'autre du 31 mai, et l'autre du 6 juin, puisque entre-temps, on avait un lot, je vous rappelle, déclaré infructueux pour les plomberies sanitaires, qui a été finalement affecté à l'entreprise Thermatic. Première décision. Et nous avons refait une décision le 16 juin, puisque nous avons supprimé de la proposition de Thermatic le remplacement des chauffages, puisque nous avons trouvé une autre solution technique bien moins onéreuse. On a fait une économie comme ça de 100 000 € qui rend viable le projet. Voilà. Après, dans les décisions importantes aussi, nous avons l'attribution du marché de restauration scolaire à la société SHCB pour un montant prévisionnel de 1 million sur 4 ans, de 1 410 500 € hors taxe, soit 1 473 077 €. La déclaration d'un lot infructueux dans le cadre des missions SPS, coordonnateur sécurité, protection santé, contrôle technique, et acoustique et analyse acoustique, 3 lots donc, et un lot a été déclaré infructueux, on n'a pas eu de réponse pour l'acoustique. Donc on relance là une consultation. C'est sur le projet des Granges. Une décision du 30 juin pour une ligne de trésorerie de 1 million d'euros qui a été signée le 30 juin 2023 auprès de Arkea Bank pour une durée donc d'1 an jusqu'au 30 juin 2024 au taux d'intérêt TI 3M plus 0,64 de marge et une commission d'engagement de 1 500 €. Enfin, une décision qui concerne... non, mais ça je l'ai lu... Excusez-moi. Oui, une modification dans le CCAP pour la réalisation de l'école Deltaï, où nous avons légèrement modifié le CCAP pour permettre aux entreprises de bénéficier d'un cahier des clauses administratives particulières. Donc c'est le cadre réglementaire qui régit l'exécution d'un marché. Dans un marché, vous avez un acte d'engagement, on signe le marché, le montant, la durée, on fixe la TVA. Vous avez un cahier des clauses techniques particulières, c'est la description technique du projet avec un détail du prix global et forfaitaire de l'exécution du marché. Et enfin, vous avez un cahier des clauses administratives particulières qui vient compléter le cahier des clauses administratives générales, le CCAG, qui s'applique au marché public de façon générique. Et sur le CCAP, on va préciser ces clauses administratives générales pour les adapter à la singularité de chaque projet. Puisqu'un projet de construction, c'est un prototype à chaque fois. On l'adapte à une réalité opérationnelle et à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, on adapte la règle de gestion des avances de trésorerie. Je vous le rappelle, c'était un choix qu'on avait fait, qui était de pouvoir permettre aux entreprises de bénéficier d'avances de trésorerie pour faciliter et régler les problématiques d'approvisionnement des matériaux, qui est un problème du monde d'aujourd'hui, qui pose de sérieux problèmes. Donc là, on donne cette facilité-là aux entreprises, et là, on a précisé les modalités de remboursement et de libération de ces avances, et de remboursement de ces avances qui sont prises donc, sur les facturations. Voilà.
je peux donner des précisions en aparté si ça vous intéresse. Monsieur Metz, vous voulez poser une question? Du coup, avec le marché qui avait été déclaré infructueux et qui a été attribué, quel est le montant global, tout lot confondu, pour la réhabilitation de l'école Joseph Détail? Ça vous a été donné dans la délibération relative au FEDER. Voilà, vous avez le montant qui est d'accord, inscrit. et c'est ce ça, le montant-là montant. qui... Oui, Pas le montant, puisque ça a été acté par cette délibération. D'accord. C'est le plan de financement global. Ok, je vous remercie. D'abord, je voudrais remercier au passage la Régie des eaux qui nous a amené des nouvelles carafes qui, elles, peuvent être mises dans un réfrigérateur et qui vous a permis d'avoir de l'eau fraîche, alors que d'habitude, vous avez de l'eau qui n'est pas fraîche. Voilà. Mais c'est toujours la même eau. Voilà. Pas de souci. Deuxièmement, je vous invite tous mercredi, c'est bien mercredi ou jeudi? Jeudi. Jeudi 13 juillet à 18h30. Si vous avez des enfants, il y a un super spectacle de marionnettes qui sera suivi par une petite cérémonie républicaine, l'apéritif républicain, qui aura lieu entre 19h et 19h30. Et je vous invite à venir. Vous pourrez vous restaurer sur place, profiter de ce magnifique château et de ce parc. Et puis, vous aurez le feu d'artifice. Il n'y a aujourd'hui, du côté de la préfecture, aucune consigne particulière contre les feux d'artifice. Hein. Voilà, on n'est pas en situation de sécheresse absolue, comme d'autres régions de méditerranéennes, et pour le moment. Mais on ne sait jamais, après-demain, ça peut être annulé. Dans PACA, c'est interdit, ouais. Voilà, donc pour le moment, c'est pas le cas. Donc on prépare le feu d'artifice. Normalement, Madame Sarah Molina, qui est derrière, est artificière avec tous les autres agents, et je tiens à les féliciter, puisqu'ils suivent des formations, et qui nous font faire de considérables économies pour avoir des feux d'artifice de très grande qualité, parce que nous payons le matériel, mais nous ne payons pas la prestation, puisque ce sont les agents qui le font. Et voilà, et je tenais vraiment ici publiquement, à travers Sarah et tous les autres, Marion Lipari aussi en fait partie, donc il n'y a pas que des hommes artificiers, il y a 2 femmes et quelques hommes des services techniques, donc venez admirer leur travail, mercredi soir à partir de 10h sur le belvédère au-dessus des jardins communaux. Voilà. C'est 22h30. Oui, 22h30. Le tir, mais si tu veux avoir une place tranquille, t'as intérêt à venir à 22h. Hein. Parce qu'il y a du monde, hein. Non, mais venez boire un verre avant. Et avant, vous venez boire un verre. Voilà, ok. Allez, bonnes vacances à 20h31.